Je vous présente. Salut tout le monde, comment ça va? Salut Lolo. Salut Tony. Salut les autres qui n'ont pas dit bonjour. Vous avez pas dit Salut bonjour. Fab. Et donc ici vous avez Baptiste Darbotexier, voilà, qui va vous expliquer ce que c'est que la matière molle, tout ça. Donc c'est un ami à moi aussi. Promis, tous les scientifiques ne sont pas mes amis, il y en a que je connais pas. Mais voilà. Salut Fabi. Fabi c'est ma mère. Ouais, ça y est, je t'ai dénoncé. C'est ma mère, ma plus grande fan. Elle a créé un compte juste pour pouvoir nous parler. Salut, C'est c'est drôle. bon, c'est bon. Donc voilà. Donc c'est Baptiste. Avant que tu commences à nous parler de la matière molle et déjà de nous expliquer ce que c'est et après qu'est-ce qu'on en fait, tout ça, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours, te présenter, voilà. Ouais, carrément. Bah, merci Fab pour l'ambiance et pour le recevoir et tout. Je suis trop content d'être là. Et je vais essayer de pas trop raconter l'histoire sur toi, même si j'en ai quelques-unes. Non, tu vas pas raconter Non. d'histoire sur moi. Je peux Non, arrêter le mais stream à n'importe quel moment. ok, bon, ouais, je vois. Mais non, bah, mon parcours, moi j'ai un parcours assez classique. Enfin, après le lycée et tout, j'ai fait classe prépa à Marseille. Après, j'ai intégré l'ENS de Lyon. C'est là où on s'est connus. Donc, parcours de physique. Moi, j'étais assez attiré par tout ce qui est fondamental et tout ce qui est différents aspects de la physique. Et puis, après l'ENS Lyon, j'avais plutôt envie d'aller vers l'enseignement, mais j'ai eu l'occasion de faire un stage dans un laboratoire qui m'a bien plu et je me suis dit bah, pourquoi pas faire un peu de recherche. Donc, j'ai fait une thèse en mécanique des fluides sur la physique du sport. Donc, on regardait les trajectoires des balles de sport. Et puis après, ça m'a tellement plu que j'ai eu envie de continuer. Donc, après la thèse, j'ai fait plusieurs postdocs. J'ai fait un premier postdoc en Belgique, un autre postdoc après plus exotique au Chili. Après, je suis revenu en France pour un dernier postdoc, donc trois postdocs. Et après, j'ai eu la chance d'avoir un poste au CNRS. Et donc, c'est maintenant ce que je fais, c'est que je fais de la recherche dans un laboratoire à Orsay, pas loin de Paris. Ok, tu regardes pas l'enseignement alors, c'est bon? Je sais pas. Faut que j'en fasse plus pour Non, avoir. tu regardes pas Bon, du l'enseignement. coup, Tu regardes pas je fais de l'enseignement. l'enseignement et je suis content d'en faire un peu. C'est T'en fais cool. un peu quand même? Tu fais un petit peu de monitorat à côté? Ouais, ouais, un petit peu de monitorat et tout. Du coup, au parallèle de la recherche, on a la possibilité, puisqu'on est à côté des unifs, de faire un peu d'enseignement. Et donc, ouais, ouais, je fais quelques heures, c'est bien sympa. Cool. C'est cool. Oui, oui, un parcours classique, mais parce qu'il est modeste. C'est un truc que, bon, vous le Oui, verrez pas forcément, mais Monsieur Docteur Darbot-Textier, faut que j'éteins mon téléphone, est quelqu'un d'assez modeste. Voilà, donc il vous dira pas à quel oui. point Et il ce est qui est bon, un tout tout petit ça. peu différent, après, quand on est dans le monde de la recherche et tout, c'est que les postdocs, je les ai fait, par exemple, en Belgique et au Chili, c'est pas tout à fait les endroits standards. De temps en temps, on a tendance à faire les postdocs dans des grandes universités américaines, des endroits prestigieux. Moi, j'ai un tout petit peu évité ça, mais ça n'empêche qu'on peut quand même avoir un Ouais. poste, enfin, T'as même de la si chance que Marine soit pas sur le live, comme ça, parce que si tu commences à balancer sur les grandes universités américaines. Il y a des bas, il y a des bas. Mais voilà, c'est peut-être la seule chose qui est un tout petit peu Voilà. hors cadre. Et du coup, ça t'a plu les postdocs à l'étranger, à part manger des gaufres et des frites en Belgique, c'était bien le travail là-bas ou... C'était un bon compromis entre travail et découverte et voyage, on va dire. Mais oui, oui, non, moi j'avais envie de voyager, donc ça, c'était cool. Et la C'était cool. recherche à l'étranger, c'est très différent d'en France, c'est pareil, c'est... Bah ouais, en Belgique, enfin, bon, en Belgique, il y a des systèmes un peu universitaires différents, et puis après, il y a des gens qui font des choses un peu différentes. En Belgique, c'est quand même assez proche de la France, donc c'est pas. D'épuisement et un peu culinaire surtout. Et après au Chili, c'est vrai que bah, enfin, t'es un peu loin de tout, donc c'est pas tout à fait la même chose. Il y a moins de passages, ça fonctionne plus un peu isolé comme sur une île. Euh, Si on veut faire des manips, les choses mettent du temps à arriver. Enfin, il y a un peu des contraintes comme ça qui font que du coup on fait pas exactement la même chose de la même manière, mais qui permettent d'être un peu des fois plus créatif. Mais ouais, ouais, c'est à chaque fois un peu différent, mais moi, enfin, moi, ça m'a permis de voyager, c'était cool, mais c'est chouette de voir des systèmes différents parce qu'après, quand on revient, on sait ce qu'on aime bien de chaque endroit et du coup, on peut faire un fonctionnement qui nous correspond, enfin, qui est un peu différent et duquel on a un peu réfléchi. Si on n'a eu qu'un fonctionnement, bon, on revient et puis on va faire le même fonctionnement. Ouais, ouais, je comprends, ouais, Ça, c'est c'est cool. cool. Ok, ok, très bien. Alors, je rappelle au chat que si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment, que ce soit sur le sujet, la matière molle, ou des trucs sur sa carrière de chercheur, sur n'importe quoi, hein.
Bon, si vous lui demandez des Toutes les trucs de questions sont. philosophie, il y aura peut-être pas une bonne réponse derrière, mais et encore. Je peux refaire une thèse. Je peux refaire une Voilà, thèse. il y a des gens qui ont Vous mettez un peu de temps. plusieurs thèses. Tu pourrais faire une thèse de philosophie. Écoutez, je viens d'apprendre quelque chose. Je savais pas que tu allais faire une thèse de philosophie. Tu la commences quand du coup Quand on aime les études, alors on n'arrête plus. Hein. Ouais, bah surtout une thèse de philosophie, le temps que ça prend, t'as intérêt Non, à pas non, vouloir arrêter, hein. on est pour un petit moment. J'ai pas de. Il va falloir que je révise quelques trucs avant. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux, si il n'y a pas de questions, on peut commencer dans le vif du sujet et nous dire ce que c'est que la matière molle. BIM matière molle. Donc BIM, moi, c'est qu'est-ce que mon c'est? sujet d'étude. Donc c'est ce que je fais tous les jours. Et la matière molle, c'est un terme qui a été employé pour la première fois il n'y a pas si longtemps, dans les années 90, par une scientifique qui était à Orsay, qui s'appelle Madeleine Verviers, et qui désigne un peu, du coup, toutes les matières qu'on retrouve beaucoup autour de nous, mais qui sont un peu entre liquides et un peu entre solides, qui ont des comportements qui partagent les comportements des deux. C'est du coup, c'était pendant très longtemps, on s'est intéressé à un comportement mécanique vraiment de solides, d'autre part vraiment des liquides. On a développé plein de choses là-dedans. Et toute cette matière un peu entre les deux, pendant longtemps, on a dit oui, bon, c'est des choses appliquées, donc c'est intéressant, etc. Mais on restait, on n'a pas étudié à fond. Et puis dans les années 90, on s'est dit, mais en fait, elle est partout et il faut qu'on arrive à comprendre comment on peut la décrire mieux. Parce que bah, des fois, quand on a un comportement solide, on allait utiliser l'équation du solide, ce qu'on connaissait du solide. Puis des fois, liquide, on allait chercher ce qu'on connaissait du liquide. Mais une fois qu'on est un peu entre les deux, bah, quand est-ce qu'on transite de l'un à l'autre, on ne savait pas trop. Et donc, il y a eu tout ce développement d'étudier un peu mieux toutes ces matières qu'on trouve. Et donc, elle a appelé ça de la matière molle. Et donc, en anglais, c'est un peu, ça sonne mieux toujours, c'est soft matter. Donc, c'est un terme qu'on retrouve pas mal. Et du coup, là, les images que je vous montre, c'était un peu tous les différents exemples de ce qu'on appelle matière molle et que vous allez voir, on retrouve autour de nous. Donc, il y a les mousses, tout ce qui est mousse à raser, aussi en cuisine, hein, la chantilly et tout. Donc, vous voyez la mousse là, et puis un peu un zoom, hein, c'est des films de savon qui sont, si on regarde, qui ont une structure géométrique assez sympa avec des couleurs. Donc la mousse, on voit bien hein, que ça peut, là, quand on la forme, quand on la met, ça se tient en place. Donc c'est pas tout à fait liquide, hein, c'est un comportement solide, mais je suis capable de la faire couler. Si après je veux l'étaler, je suis capable de l'étaler, de faire des choses avec. Et donc ça peut quand même commencer à couler. Et puis avec le temps, ça va complètement finir par couler. Donc on voit qu'on a un peu ces deux comportements liquide-solide et qu'on aimerait bien savoir comment décrire ces choses-là. Après, je sais pas, il y a plein d'exemples hein, là tout autour de nous. Il y en a pas mal donc dans cosmétique, dans la cuisine. Donc cuisine, on a le ketchup. Le ketchup, on voit bien que bah, si on tape pas assez fort, il peut être bloqué. Donc c'est plutôt du côté solide, ça coule pas. Et puis si on commence à taper assez fort, bah, d'un coup tout coule et tout déborde de la bouteille, quoi. Et donc, ces propriétés entre solides et liquides, elles sont intéressantes hein, pour les gels. Des fois, on a envie que ça puisse rester en place pendant un moment, mais qu'on puisse quand même les déplacer, les appliquer comme on a envie. C'est pareil pour le dentifrice. On ne veut pas que ça coule tout le temps de la brosse à dents, mais on veut quand même pouvoir le faire couler pour le déposer tranquillement. Donc, on a un peu toute cette matière. Vous voyez, vous avez peut-être en tête plein d'exemples autour de vous. Donc, ça, c'était cuisine et cosmétique. Il y a aussi tout ce qui est biologique. Dans tous les organismes vivants, il y a beaucoup de matières qui en fait se retrouvent à être pour qualifier de matière molle. Donc il y a toutes les membranes, par exemple, des vaisseaux qui sont des matières très, très, très molles et donc, qui ont des propriétés un peu entre les deux. On a, par exemple, à l'extérieur aussi le sang, ça c'est des fluides qui sont un peu de type matière molle et qui peuvent bloquer en fonction de certaines configurations dans les petits capillaires, mais qui peuvent aussi couler dans les plus grosses artères. Et il y a le sable, qui est ce on imagine bien, le sable, vous pouvez marcher dessus, d'accord? On peut marcher sur la plage, donc c'est comme un support solide, mais il est capable de couler, et c'est ce qu'on voit dans le sablier, c'est ce qui vous donne la mesure du temps. Donc, toutes ces matières-là, elles sont vraiment, on peut aussi bien avoir des comportements solides que liquides, et c'est ce qu'on étudie. Et donc, nous, au labo, on a choisi d'étudier plutôt le sable. Donc, il y a plein d'autres labos qui étudient plutôt des mousses, plutôt des gels ou d'autres fluides ou des fluides biologiques. Et nous, on s'intéresse vraiment au comportement du sable. Donc le sable, Ça va, Fab? c'est Vas-y. c'est un fluide. Alors,
Le sable, je ne sais pas si c'est un fluide, mais en tout cas, ça a des comportements fluides. Là, on voit que ça coule comme ça. Il y a d'autres fois, par exemple, si on est dans un champ de dunes, il peut y avoir des avalanches. Donc, on voit du sable d'un coup qui se met à dégringoler. Donc, tout ça, c'est un comportement fluide, ça coule, hein. Quand je dis fluide, c'est que c'est possible que ça coule sans s'arrêter sous une certaine sous une certaine sollicitation. Donc, ça peut avoir des comportements fluides, mais ça n'a pas toujours. On voit bien qu'il ne coule pas toujours et que justement, pour le mettre en mouvement, il faut franchir un certain seuil pour le mettre en écoulement, pour qu'il commence à se comporter comme un liquide. Et c'est un peu ça la question, à partir de quel moment il devient liquide. Et si jamais il est liquide, qu'il y a des avalanches par exemple, comment je le décris et quel type de fluide ça serait? Parce que c'est un peu comme de l'eau, on voit bien que non pas trop, du ketchup, peut-être un peu plus, des choses comme ça. Et donc nous, comme dans notre laboratoire, on regarde pas mal des fluides, on étudie le sable un peu sous cet angle-là. On se dit quel fluide équivalent ça serait. D'accord. Lolo dit c'est un mix de propriétés intéressantes du coup sur le sable. Ouais, ouais, carrément. D'accord. Et donc Carrément. du coup toi, t'étudies le sable que dans la partie où ça coule. Ou Ouais, c'est à nous, la on s'intéresse frontière. beaucoup au moment, ouais, à la C'est à frontière la frontière entre les deux. Au moment où et ça une fois, voilà, déclenche. exactement. D'accord. Quand ça se déclenche, et une fois que ça se déclenche, comment ça se comporte dans ces configurations que ça a commencé à couler. Ok. Et bon, bien Et sûr, tu travailles pas que à la plage, j'imagine. Sur la le mission, sable. c'est quand même un jour d'installer le labo à la plage, mais pour l'instant, tout le monde n'a pas suivi. Voilà, Paris-Plage, c'est pas. En ce moment-là, c'est pas Mais top. Paris-Plage, pour l'instant, c'est pas encore. Mais dans le labo, on a vraiment une armoire où on a que des caisses remplies de différents sables et de différents types de matériaux qui ressemblent à du sable. Et donc, Ok. quand on commence à faire des manips, on ouvre l'armoire et puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec quel Parce sable que on prend? les différents sables, ils sont pas tous de la même façon, ils vont pas se comporter tous de la même façon non plus. Ouais, alors il y a un peu les mêmes comportements globaux, hein. Donc, si on mettait là dans le sablier, si on met du sable un peu plus fin ou un peu moins fin, etc., il va quand même la plupart du temps couler et il va couler à peu près en même temps. Donc, on peut faire des sabliers avec des sables différents, ça va mesurer pareil le temps. Donc, le comportement global est un peu le même. Après, si on prend du sable d'un certain endroit de Tahiti ou du sable de Paris-Plage, effectivement, si on va regarder les tailles des grains, les grains n'ont pas tout à fait la même forme, pas tout à fait la même taille. Il y en a des fois, il y en a plus petits, plus grands. Donc, il y a un peu des petites différences qui peuvent être importantes selon les petites applications qu'on fait. Ok. Et donc, oui, c'est En fait, globalement tu les mêmes travailles avec n'importe quel comportements. sable parce que les sables, il y a des matériaux très différents en termes de sable. Ouais, donc nous, ce qu'on fait en physique au laboratoire, nous, on est assez fondamentaux. En fait, on fait des expériences des fois avec du vrai sable, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu du sable modèle et en fait, on prend des petites billes de verre où la taille est quand même assez bien calibrée et qui du coup sont assez sphériques. Donc, c'est un peu un sable idéal. Hmm. Ça se comporte, si on prend on a des grandes quantités de billes de verre, si on les prend dans les mains, on a l'impression presque d'avoir du sable, mais en fait, les propriétés sont un peu plus contrôlées que sur du Hmm. sable si on met un sable loin de l'autre. C'est Et donc ça nous permet d'avoir des trucs un peu reproductibles, nous, au labo. c'est quoi la taille d'un grain de sable typique que vous Bon, utilisez? ouais, c'est de l'ordre de 0,3 mm, Ok. 0,3-0,4 mm, mais voilà, dans ce sable, il peut y avoir des particules beaucoup plus fines et des grains aussi beaucoup plus gros. Selon, Non, je si voulais on dire dans regarde, le quand on va sable, sur votre sable idéal. Ah oui, notre sable idéal, du coup, on se rapproche du sable un peu qu'on retrouve ouais, aux 0,3 mm. Donc des tout petits grains. Et donc Lolo, elle demande comment on pourrait quantifier le sable. C'est-à-dire, si t'as différents sables, comment tu peux quantifier les différentes grandeurs qui sont importantes, quoi. Ouais, carrément. Donc nous, on le regarde très, très loin, ça c'est une super question. Et déjà, le test un peu tout simple qu'on fait, c'est si par exemple on remplit, là si le sablier on le laisse couler et qu'on regarde le tas que ça forme en bas, on regarde déjà l'angle de ce tas. Et juste en regardant ça, on peut déjà avoir des infos sur comment sont les grains et comment se comporte le sable. Parce qu'on voit bien que si le sable, si justement avec les billes de verre qui sont très sphériques, qui ne frottent pas trop entre elles, ce tas il va être avec un angle tout petit, il va beaucoup s'étaler. Alors que si on prend du vrai sable où les grains sont moins sphériques, plus anguleux, où il y a des plus petites tailles, où il y a des tailles différentes, le tas va être très raide. Et ça nous montre déjà qu'il y a des différences entre les deux. Et juste en regardant cet angle, ça me donne déjà un paramètre un peu sympa à regarder pour caractériser les différents sables. Ok. Après, Bon, on peut zoomer, on peut aller faire des images. Vas-y, vas-y. je disais, t'as gagné une fan là, c'est bon, elle est au taquet, Lolo. Elle dit ça l'intéresse trop ce thème et tout, donc c'est bon. Quand elle en sera à ça Yes, de ses études, elle viendra de faire un stage chez toi. c'est welcome. Il faut Welcome. venir. Ok, cool.
Donc, Cool. je pense Donc qu'on a à peu nous, près compris ce que c'est qu'une matière molle. C'est un truc entre liquide et solide. Bon, d'ailleurs, c'est marqué là. Hein, ça fait 10 minutes qu'on est yes, en train d'expliquer un truc où c'est marqué juste là, en fait. Hein. j'ai essayé de mettre Voilà, l'essentiel. mais ouais, ouais, c'est ça. Euh, Et puis il y a les mousses à raser. Bon, apparemment, il s'en sert pas trop, monsieur Darbotexier, la mousse à raser. Mais Ouais, c'est vraiment que j'ai abandonné, ouais. J'avoue, c'est pas ma. J'ai bien fait de choisir le sable, tu vois. oui, ça marche mieux. J'ai pas choisi ma spécialité pour rien. Ok, alors est-ce que tu veux que je te pose des questions encore ou est-ce que tu préfères faire dans l'ordre Tout que ce que tu veux. t'as... Pas Parce que de- moi j'ai des questions, mais je suis pas sûr que ce soit dans l'ordre que t'as envie de le faire. Vas-y, Euh, question. Est-ce que tu veux nous dire, est-ce que tu as préparé quelque chose, je sais pas, sur au quotidien ce que tu fais? Déjà, qu'est-ce que toi tu fais, dans les expériences que tu fais, tout ça. T'as Ouais, un ouais, truc non, là-dessus? carrément. Tu veux nous expliquer? En quoi ça consiste ton expérience en ce moment? Partir Nous, on a là-dessus. toujours un peu plusieurs expériences en cours, mais une expérience là que je vais vous montrer après, par exemple, c'est nous, on a beaucoup d'inspiration parce qu'en fait, ces milieux granulaires, là, on a le sable, donc on voit bien qu'on le retrouve dans la nature. Et nous, moi, je dis sable, et là, je parle de milieu granulaire. Tout de suite, j'ai employé un peu des gros mots. Mais c'est que on a le sable, mais en fait, il y a plein de milieux qui sont faits de plein de petits grains, de petites particules. Et on en a plein d'autres autour de nous. Et donc, nous, on étudie ça un peu de manière, on étudie le sable et tous ces matériaux parce qu'en fait, ils ont même des comportements un peu généraux qui sont un peu identiques. Et donc, on essaye, ce qu'on veut essayer de comprendre, nous, c'est qu'on est quand même, on vit dans une société, on a envie de comprendre un peu la nature. Et comme ces matériaux, c'est ce sable, il se retrouve un peu partout, on aimerait bien, on regarde certains problèmes, on se dit, bah, tiens, là, le sable, il se comporte comme ci, comme ça. Et on aimerait bien comprendre pourquoi, essayer de mettre des lois un peu générales sur son comportement pour essayer de les prévoir. Donc, on retarde autour de nous, on s'inspire de la nature et on essaie de reproduire un peu à échelle réduite ce qu'on voit ou les problèmes qu'on a l'impression qu'on peut essayer de comprendre. Et on essaye d'avancer là-dessus avec des expériences à échelle réduite. Je ne sais pas si ça répond un peu Ouais, ouais, à ta ouais. question. Mais du coup, ça Donc, c'est... Enfin, vas-y, continue, vas-y, ouais, t'inquiète pas. Vas-y. ouais, carrément. Ouais, vas-y, continue. Donc, enfin, après, donc, je vais vous montrer quelques sujets de ce qui nous inspire et des manifs qu'on fait. D'accord. Ouais, vas-y. Donc j'ai dit le sable, en fait, c'est nous on l'appelle plus génériquement parce qu'on aime bien mettre des noms à tout, milieu granulaire. C'est des milieux qui sont composés de plein de petits grains. Et j'ai dit, ben, donc on a dit le sable, mais en fait Ouais. il y en a plein autour de nous. Il y a tout ce qui est granule. Donc tout par exemple les matières plastiques en général, elles viennent sous forme de granulés et on achète ça dans des sacs énormes. Il faut déplacer ces granulés. Il y a évidemment tout ce qui est cailloux, gravier, et puis plein de matériaux dans l'industrie. Les bonbons, les pilules médicamenteuses, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont formées sous stock de grains, qui sont énormes. Et vous voyez bien que quelque part, c'est comme les grains de sable. C'est des matériaux qui ont le même comportement. Et puis, on donne un nom un peu particulier quand est-ce que ces grains, ils sont... là, vous voyez que à tout à gauche, c'est tous des trucs secs. Et des fois, ces grains, ils sont aussi dans l'eau. Et une fois qu'ils sont dans de l'eau, dans un fluide, ben, on donne un nom un peu différent. On appelle ça une suspension de particules. Donc ça, c'est le petit image que vous voyez là. Et c'est tout simplement ben, quand il y a du sable ou des particules comme des sédiments dans de l'eau. Donc on aimerait bien aussi pouvoir ben, savoir comment se comporte ce fluide chargé en particules. Donc pour les configurations naturelles ou aussi ben, pour ce qu'on fait des fois dans la vraie vie. Parce que souvent, ben, on mélange, par exemple, quand on fait du ciment, on met des particules de sable et de ciment et de l'eau, et on mélange tout ça, et ça donne ce qu'on appelle une suspension, et on veut savoir éventuellement comment ça va se comporter. Donc nous, c'est un peu juste pour dézoomer, dire c'est le sable, mais en fait, on regarde éventuellement plein de choses qui sont autour du sable. Ok. Yes. Yes, yes. Je me demandais, du coup, tu Mm. considères aussi le chocolat en poudre, ça rentre dans la catégorie? Ouais, le chocolat en poudre, ça rentre dans la catégorie. C'est pas le plus simple. C'est pas le plus, parce que ça fait, ça, comme tu parlais de pente, moi Ouais. qui aime bien me faire des grosses cuillères de chocolat en poudre, où ça fait, il y a genre 3 cm au-dessus de la cuillère, donc avec des pentes assez monstrueuses. Du coup, ça doit être sympa comme... c'est quoi qui fait que c'est aussi pentu par rapport à d'autres trucs? Ouais, ça c'est une bonne C'est question. votre Le question, ah chocolat en d'accord. poudre, Ouais, non, c'est une bonne question. Le chocolat en poudre, c'est assez cool. Et c'est que les particules, du coup, elles sont là vraiment très très fines, elles sont très petites et en fait, du coup, elles se chargent électrostatiquement. Donc, il y a des petites charges qui font elles s'attirent entre elles et du coup, il y a un peu une cohésion. Par rapport à ce que moi je vous montre là, ces particules là assez grosses,
bah, elles sont juste en contact et puis bah, elles sont capables de glisser les unes aux autres sans trop de problèmes. Il y a juste une force de C'est que mécanique, c'est frottement. pas de. C'est que mécanique, alors que les autres, elles s'attirent entre elles. C'est-à-dire que si on veut les décoller, il faut vraiment forcer pour vaincre cette force Hmm. d'attraction. Et c'est ce qui se passe sur le cacao, sur le chocolat en poudre. Et donc, du coup, il y a un ingrédient supplémentaire qui fait qu'on peut vraiment presque, tu vois, avec le chocolat en poudre, on peut presque former une petite colonne Hmm. si on s'ajoute. Alors qu'on ne pourrait pas du tout le faire avec du sable. Le sable, il aurait toujours tendance à former une pile avec un certain angle. Et ça te montre qu'il y a une genre de cohésion, il y a une force supplémentaire à vaincre pour pour le défaire. Mais Ouais. effectivement, il y a des gens qui regardent c'est super important. Et puis, comment est-ce que ça se dissout? Ça se dissout en général pas si bien. En tout cas, dans le lait froid, il faut que le lait soit plutôt chaud. Donc, comment se comporte ce genre de poudre? Et donc, ça fait partie. Donc, ça, c'est typiquement des choses, nous, on a des collègues voilà, qui étudient le chocolat en poudre. Cool, cool. Ça fait partie Bon, de toi, tu manges du gravier, eux, ils se commandent Ouais, des tonnes de chocolat en poudre et ils font payer ça au labo. oui. Gravier ou M&M's, hein. M&M's, c'est pas mal aussi, tu me diras. 58 kilos de M&M's? Ah bon? Ouais, c'est Ah pour la oui, recherche, monsieur, c'est pour la recherche. par jour ou pas? C'est pour la recherche. C'est pour Après, la c'est recherche. tombé, il se casse, donc ça fonctionne plus, faut qu'on achète d'autres, Donc, faut en voilà. racheter. Peut-être les M&M's rouges et jaunes ne fonctionnent pas Ah oui, il pareil, faut hein. les trier, t'as un trieur de M&M's. Comment tu les tries? Tu manges tous sauf une couleur et comme ça ils sont triés, c'est bon? Une couleur, cas par cas, cas par cas. Pas C'est mal, pas pas mal. facile tous les jours. C'est pas facile tous Pas les mal, jours. pas mal. Ok, ok. Et alors du coup, Et tu veux nous montrer ouais. une expérience, du coup, pour ça? Ouais, carrément. Allez, on saute Allez. à une expérience. Bah je sais pas, ou sauf si tu veux faire, tu voulais me dire autre chose avant. Moi j'ai pas Ouais, d'ordre. moi je voulais. Bah, L'intérêt. Alors là, ok, on passe à l'intérêt de Allez, l'intérêt. pourquoi c'est important d'étudier ça. Alors dis-moi Yes. pourquoi Avant de vous ça a des gros l'expérience, impacts. un gros impact. Donc, ces matériaux, bon, on a dit, hein, on les trouve partout, etc. En fait, c'est assez fou. Et même moi, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Mais dans l'industrie, ce qu'on manipule le plus, évidemment, c'est l'eau. Mais après l'eau, bah, c'est des milieux granulaires. Donc, c'est le deuxième matériau qu'on manipule le plus. Et en fait, vous voyez bien que, comme on a dit, ces comportements entre fluide et solide, c'est là où ça va commencer à être pas facile. Parce que un fluide, on sait bien faire. Un solide, on sait bien faire. On le déplace, on prend une grue si on veut, on le met à pied. Un fluide, on prend une pompe et puis on le pompe. Et quand c'est entre fluide et solide, eh ben, en fait, on ne sait plus très bien quoi faire parce qu'à la fois, il peut se dérober et couler comme un liquide. À la fois, on ne peut pas vraiment le pomper parce que des fois, il va bloquer. Et du coup, on a toute cette question quand on étudie les milieux granulaires, d'essayer justement de prédire un peu la frontière, comme tu disais, pour essayer de mieux les manipuler dans l'assignation de tous les jours. Et moi, il y a une vidéo que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps sur YouTube. On trouve des vidéos de tout, de choses que je n'imagine même Oui. pas. Et il y a des heures de vidéos de gens qui vident des conteneurs de sable. Donc, quand le bateau arrive, on peut vouloir transporter du sable. Et donc, on a un bateau entier rempli de sable. Et puis, vous voyez, au fond du bateau, en fait, il y a une petite courroie, un petit tapis roulant qui veut venir emmener le sable. Mais en fait, juste de faire ça, ça ne suffit pas à emporter le sable là, qui est derrière. Et donc, il y a une personne qui se retrouve obligée, pour vider le bateau, à venir à la pelle à forcer le sable à sortir. Il déclenche Et des donc, mini évidemment, avalanches à chaque fois, ouais. il y a ce jeu il faut, des fois, l'avalanche vient pas, donc il faut forcer, forcer. D'un coup, tout vient, puis etc. Et donc, il faut tout sans arrêt être en train de réagir à ce qui se passe et venir forcer. Ouais, ça a pas Donc, l'air c'est un d'être serein travail. comme métier, hein, le mec. Donc, j'ai pas regardé Il a pas envie de se faire emporter, hein. Ça se voit j'ai pas que. regardé les conditions de travail et Ouais, les pas de assurances. casque de Donc, effectivement, chantier, pas de harnais, rien. Le mec qui se fait emporter par le sable, tout va bien. Ne faites pas ça à la maison. Ah oui, ne faites pas ça à la maison. ah oui. Et donc, voilà, vous pouvez aller voir pendant des heures, ça dure des heures, évidemment, il y en a plein. Donc, il y a toutes, je sais pas, il y a un engouement pour ce genre de vidéo, mais voilà, pour vous dire que manipuler ces milieux, ça peut paraître un peu bête quand on a la plage, mais quand on le fait à grande échelle, c'est pas évident. Et en fait, il y a assez des situations, toutes les solutions utilisées sont quand même souvent assez basiques et pas si technologiques que ça. Et Oui, donc, parce que il y du a un coup peu là, ça que. c'est un homme qui fait parce que l'homme fait mieux que la machine, quoi. Ouais, typiquement, Parce carrément. que la machine, faudrait qu'elle arrive à prédire à quel moment il se passe ci, à quel moment il se passe ça ou quoi.
Ouais, il faudrait que le tapis soit un peu synchronisé sur ce qui se passe. Et puis quand c'est vraiment bloqué, il faut quand même pas mal forcer. Enfin, ouais, ouais. Donc il y a probablement des solutions, mais pour dire que encore aujourd'hui, il y a des gens qui font ça à plein temps, de faire couler du sable De taper sur du pour le sable pour qu'il manipuler, coule, quoi. quoi. Ça, c'est Taper sur du sable pour qu'il coule. C'est la c'est- salière qui. c'est ça. La Mais, salière. Bah oui, c'est vrai qu'on y a pas pensé, le sel. Le sel, le les gars. sel, ça coule pas. Donc nous, c'est un peu des. Quand on voit des vidéos comme ça, on se dit ouais, on a encore du taf, quoi. On est pas. Et tu te Et sers puis d'une après, vidéo comme ça pour étudier, tu te dis, ah bah là, t'essaies de mesurer des choses, ou ça c'est juste pour récréatif quand tu fais ta pause et que tu veux te laver le cerveau? ben ouais, ça c'est une bonne question. Alors là, sur cette vidéo, tu vois, là, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, j'ai pas mesuré des choses, mais il y aurait probablement des choses à mesurer. Mais en tout cas, ça nous sert vachement de source d'inspiration pour nous, nos expériences et nous, ce qu'on fait. En fait, on s'inspire vachement de ce Hmm. qu'on voit en vidéo, sur YouTube ou à droite, à gauche. On se dit, bah là, ah bah, il y a vraiment un truc, il y a peut-être une statistique, regardez les avalanches. Si on vient à période régulière, je ne sais pas, solliciter les choses, est-ce que ça facilite les trucs? Et on pourrait peut-être imaginer à partir de là, se dire, bah, tiens, faisons une configuration un peu plus simple. Donc, on va prendre notre petit sable un peu parfait. On va essayer de simplifier quelques trucs et essayer de voir bah, si, voilà, par exemple, ce que tu dis, de dire, bah, tiens, qu'est-ce que je mets comme système au bout pour essayer de faire un truc automatique, de dire bah, je n'ai plus besoin de quelqu'un qui vient sans arrêt taper, mais si par exemple je fais vibrer un peu le fond, est-ce que ça aide? Est-ce que je fais des choses comme ça? Est-ce que j'ai un moyen d'aider? Et donc on pourrait imaginer une expérience qui serait basée sur le fait que j'ai vu cette vidéo ou que quelqu'un a vu cette Hmm. vidéo. Ouais, ok. Et en regardant cette vidéo, je me demande aussi, c'est si facile que ça de miniaturiser le phénomène, parce que ça a l'air compliqué de faire une micro avalanche comme ça là, parce que là, on voit qu'il y a des mini avalanches qui sont là comme ça, Mm. mais il y en a d'autres qui sont énormes et elles ont pas forcément l'air d'être les mêmes. Alors est-ce que t'as un Ouais, retour toi sur t'arrives à voir un peu la fidélité, vous avez à mesurer la fidélité de vos avalanches ou trucs comme ça? ouais, donc oui et non. Non, 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 non. C'est toujours la question de faire des expériences à échelle réduite. On est toujours en train de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on n'a pas trop simplifié? Est-ce qu'on n'a pas fait trop petit? Et que du coup, il y a des effets comme ça dont on n'a pas vraiment reproduit le phénomène. On se pose toujours cette question. Donc, on a un peu des petites gadgets scientifiques qui nous aident. C'est qu'on peut, on peut, quand on fait des changements d'échelle comme ça, en fait, il y a des nombres sans dimension. Donc ça, on peut essayer d'identifier ces nombres sans dimension, d'estimer lesquels ils sont sur l'expérience à taille réelle et d'essayer de le plus près possible dans l'expérience à échelle réduite. Et donc, du coup, on a. Et puis après, peut-être, effectivement, si on fait une expérience à échelle réduite, on peut mesurer et puis revenir en regardant la vidéo en disant, ah bah, tiens, si, ça nous paraît être une dynamique un peu similaire parce qu'on a mesuré qu'il y avait des avalanches tous les temps de temps, plus ou moins, avec plus ou moins telle taille et que ça a l'air de recoller. Mais c'est toujours une question, effectivement, faire de l'échelle réduite, on peut rater un truc. Hmm. Quand on a C'est juste ça en c'est tête, quoi les échelles là? Vous travaillez sur un hangar qui fait 10 mètres de haut ou un truc qui rentre sur mon bureau ou... ouais, dans ce qui rentre sur le bureau, nous, on fait toujours des expériences. Nous, on est dans un monde où on fait des expériences à l'échelle du mètre. Donc, souvent, les expériences font un mètre sur un mètre, des choses comme ça. Donc, dans le salle, on a plusieurs expériences, mais on peut éventuellement avoir besoin. De temps en temps, on fait des expériences plus petites. C'est rare qu'on fasse des expériences plus grandes. Ça peut avoir un intérêt dans certains cas, mais c'est assez rare parce que bah, c'est plus de Ça temps à coûte plus mettre en cher? place. Ça coûte plus cher, etc. Donc là, ça dépend un peu du budget. Ouais, Mais pour eh, certaines expériences de granulaire, euh, je sais que par exemple à Rennes, ils voulaient regarder les écoulements de grains sur des pentes très pentues. Donc les écoulements sont très rapides. Et donc là, en fait, typiquement, c'est tout bête, mais on n'a pas le temps de quelqu'un prendre un pot de sable et venir remplir pour que l'écoulement soit en continu. Du coup, ils ont acheté une machine professionnelle qui sont une machine à petits godets qui viennent récupérer le sable, qui le remonte et qui mhm. le redépose sans arrêt. Mais là, d'un coup, bah, la machine, ça remplit la salle et puis bah, il faut de l'électricité pour faire tout en place, c'est beaucoup de bruit. Mais voilà, dans certaines configurations, on se dit, bah là, j'ai plus le choix, il faut que je fasse un truc un peu plus grand, un peu plus rapide pour étudier un certain phénomène. Mais vous Ça, travaillez, parce que vu qu'on parle du problème de l'argent, vous travaillez un peu avec des entreprises, je sais pas, la Farg, par exemple, ça peut les intéresser d'améliorer leur truc d'écoulement, etc. Est-ce que vous avez des partenariats comme ça ouais, nous, au laboratoire, là, on a des partenariats avec Saint-Gobain. Ok. Alors Saint-Gobain, Parce que, je sais pas si tout le monde connaît, ouais. Vas-y. Donc, c'est eux, leur spécialité, c'est de faire du verre.
Et donc, en fait, le verre, ils le font à partir de sable. Et donc, effectivement, ils remplissent des silos entiers de sable qu'ils veulent vider et qu'il faut aussi chauffer pour que le sable fonde. Et donc, ils ont tous des problèmes de granulaire, en plus avec des problèmes de température, etc., pour que ça fonde. Et donc, typiquement, eux, ils ont déjà un laboratoire de recherche qui étudie ce genre d'écoulement. Et puis, en plus, ils discutent avec nous et plein d'autres labos pour tel ou tel problème. D'accord. Donc, Ouais, bah après, s'ils ont déjà leur labo, peut-être qu'ils vous financent pas tant que ça, du coup. ça, souvent, ce qu'ils financent, c'est ils financent des gens ou une partie Une du thèse, par personnel, exemple. une thèse par exemple, pour venir bosser à moitié du temps chez eux, à moitié du temps, parce que des fois, voilà, les compétences ne sont pas tout à fait les mêmes, et tout, etc. Mais de toute façon, oui, on n'a pas beaucoup de financement d'entreprise. D'accord, d'accord. Mais on est assez en contact et on discute. Ok, ok, ok. Alors vas-y, la Et lave. Montre-moi la lave, parce que la lave, tu la sais, moi, je lave. kiffe, hein. Alors, donc, autre application, c'est qu'évidemment, dans la nature, il y a plein d'écoulements naturels de sable, de gravier ou d'autres matériaux qui sont un peu type granulaire. Et là, c'est une des choses qui peut arriver. Donc, c'est une coulée. Donc, vous voyez que la personne court, c'est qu'il est en train de se passer un Ah ouais, truc. c'est pas Et une coulée très lente, hein. Ouais. c'est C'est... pas une coulée très lente, c'est que d'un coup, il y a une grande quantité de matériaux. Donc, il s'est passé quelque chose qui débarque à toute vitesse et qui remplit tout l'espace, quoi. Donc là, la personne est encore à bonne distance. A priori, elle ne s'est pas fait engloutir, mais on voit bien que ça arrive très vite et que ça peut tout emporter sur son passage. Donc, Oui. des écoulements comme ça, on appelle géophysique, qui invoquent des matériaux de type granulaire ou des granulaires immergés de type suspension. Il y en a des tas. Et on a envie de prédire quand est-ce que ça peut arriver, si ça arrive, jusqu'où ça va arriver, est-ce que ça va arriver au village, plus loin, etc. Et donc, tout ça, nous, on essaye d'avoir des prédictions pour ces choses-là, un peu sur la base des manips qu'on fait, quoi. Alors j'ai une question, j'avais pas vu, pardon. De Lolo qui dit, vous utilisez Vas-y. aussi les expériences, les CNTP de 20 degrés. Truc technique, attention. Je sais pas ce Alors, que c'est, c'est hein. quoi? Les sondes thermiques, non, les coefficients non, je sais pas. CNTP de 20 degrés. Faut que tu me dises ce que c'est l'eau. Ça, c'est Parce des que tu vois, sondes thermiques? tu sais des choses que ne savent pas un prof agrégé et un docteur chargé de recherche au Ouais, CNRS. bon, Voilà. Conditions normales de température et de pression. Ah oui, bah oui, c'est-à-dire est-ce que tu changes les conditions de température et de pression? C'est ça que je veux dire. Ouais, est-ce que tu changes les conditions de ouais, température et de ça pression? c'est Ah, bonne question. Très bien. ouais, ouais, ça c'est une super question parce qu'en plus nous ouais, on a vraiment ça par exemple avec les donc nous on fait des expériences avec du sable. Donc, on pense qu'il est à peu près sec, mais effectivement, d'un jour à l'autre, l'humidité peut changer. Et si le sable est assez fin, l'humidité fait que ça peut, si un jour où c'est assez humide, vient se déposer entre les grains et ça vient faire des petits ponts d'eau entre les grains. Et là, Donc ça ça devient fait un peu ce qui se passe avec le cacao en du poudre. cacao. Et les grains, du coup, collent et il faut les décoller. Ça vient un peu le sable, c'est ce que vous voyez à la plage, hein. Quand vous mettez un peu d'eau dans votre sable, vous pouvez faire un château de sable, alors que s'il n'y a pas d'eau, c'est moins drôle. Et ça peut changer d'un jour à l'autre. Et donc, du coup, on se dit, voilà, si je fais une expérience un jour très humide, un jour pas très humide, si les grains sont petits, ça peut changer. Donc, faut Donc, nous, contrôler dans la salle, l'hygrométrie, ouais. effectivement, on contrôle l'hygrométrie, on essaye de faire attention à la température. Donc, on n'a pas des conditions drastiques, mais c'est vrai qu'on ne va pas faire l'expérience. Si on fait l'expérience un jour il fait 30 degrés, un jour il fait 20, on va essayer de contrôler la température de la pièce pour rester à 25, par exemple, des choses comme ça. Donc, on n'a pas des conditions drastiques, mais même dans l'expérience simple de sable, si on veut vraiment avoir des choses reproductibles, on fait attention. Ouais. Cool. Donc, Mais pardon, je t'ai oui, des fois, on a des interrompu. surprises. Je t'ai interrompu sur la lave, la Non, non, géologie. vas-y. Non, non, mais donc c'était un peu les deux motivations, donc des trucs assez appliqués techniques, et puis après sur des choses naturelles, en fait, de faire des expériences à échelle réduite, ça permet un peu d'aborder ça, parce qu'il y a toujours des écoulements dans la nature de gravier, de choses granulaires ou granulaires immergées. Et c'est là où on parle un peu des manips, Fab. Allez, on parle des manips. Moi, j'adore les On manips. fait, on parle des manips. Donc là, c'était un peu pour vous dire un peu l'ambiance, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et après, j'ai choisi un peu des petits exemples de choses que j'ai fait, qu'on fait en ce moment au laboratoire pour vous donner un peu une idée. Donc dans ce tome-là, on est assez motivé et assez intéressé pour étudier ce qu'on appelle donc des suspensions. Donc ça a des particules dans de l'eau et puis donne des suspensions un peu particulières qu'on dit réopécissantes. Bon, on met un gros nom, mais en fait, ce qu'on fait, c'est on prend de la maïzena et on la mélange moitié-moitié avec de l'eau. Donc ça, c'est peut-être des expériences que vous avez vues. Et là, l'image que vous voyez, c'est si on zoome sur cette maïzena dans l'eau, c'est les petits grains qu'on voit.
En fait, la maïzena, c'est de la farine, c'est de la fécule de maïs, et c'est des petits grains de maïs. Et quand on les met dans l'eau, ben, on peut les voir. Ils ont une forme pas tout à fait sphérique, mais ils sont tout petits et ils font leur vie. Et bah, si on mélange ça, vous savez peut-être, ça donne un fluide super étonnant, en tout cas qu'on ne trouve pas partout, et avec lequel on peut faire plein de choses drôles, et en particulier bah, avec lequel on peut remplir une piscine. Et c'est la vidéo qui vient. Alors c'est peut-être un peu fort. Ça va? Bah ça, j'ai pas de son. J'ai le son que de ton micro, je pense. J'ai pas le son de. Non, mais j'ai pas le son de la vidéo. Donc On n'a pas le son de la vidéo. là, la démonstration pour que ce soit vraiment visuel, c'est déjà d'essayer de courir dans une piscine. Vous avez peut-être essayé, c'est pas facile. Et donc, l'expérience qui a été faite, c'est de remplir une piscine avec juste un mélange de maïzena et d'eau. Donc, ça, je crois que c'était à Kuala Lumpur. Ils ont pris une bétonneuse, ils ont mélangé cette maïzena avec de l'eau. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, bah, si on court assez vite, on est capable de passer au-dessus de la piscine, alors qu'on ne pourrait jamais le faire si c'était que de l'eau. Donc après, on peut imaginer toutes les choses possibles. Le truc, c'est que ce qui est un peu. Donc, ça, c'est déjà super étonnant de pouvoir marcher sur un liquide. Mais là, évidemment, il faut marcher. En fait, si on veut que ça marche, il faut marcher assez vite, courir assez vite. Et dès qu'on commence à s'arrêter et à plus courir assez vite, Ah là, on ben, t'a perdu. on s'enfonce et on retombe. Et donc, c'est là un peu tout le danger. C'est le moment où, si jamais voilà, on se gamelle et qu'on tombe, ben, tout de suite, vous voyez, alors là, c'est tout au ralenti, mais ça va être compliqué. On s'enfonce et Ah là. on recoule comme de l'eau et c'est un peu compliqué. Et le petit, faut le chercher parce que sinon, il va se noyer. Sinon, il va se noyer. C'est le contraire du coup des sables mouvants, c'est ça? C'est le contraire des sables mouvants. Ouais. Il faut mieux tout le temps bouger. Yes, yes. Si tu arrêtes Ne, de bouger, si tu fatigues, c'est fini. ne faites pas ça dans votre piscine chez vous. Hein, encore Ne une faites fois. pas ça dans votre piscine. Il faut pas mal de maïzena. Il Il faut faut pas pas mal de mal de maïzena. maïzena. Et le propriétaire ou la propriétaire de la piscine sera pas content. parce que, Le propriétaire parce que dans les tuyaux, risque de. Ou alors, il faut inviter tout le monde. Il faut inviter tout le monde pour faire il faut faire une une vidéo sacrée YouTube. soirée. Ça va être sacré, ça. Mais bon, Carrément. du coup, quand nous on voit ça, au labo, on se dit waouh, c'est super étonnant. Pourquoi ça se comporte comme ça? D'où ça vient? Comment ça marche? Pourquoi la maïzena ça fait ça et pas d'autres choses? Parce que si on met juste de la farine dans l'eau, on n'a pas du tout ça. Enfin, on se pose plein de questions, quoi. Et vous pouvez, alors il y a plein de vidéos, démonstrations drôles qu'on peut faire du coup avec de la maïzena et de l'eau. Alors en général sur Internet, on parle de oobleck fluide. Donc, si vous faites Oobleck Fluid Demonstration ou quoi, vous allez trouver plein de vidéos comme ça avec des piscines plus ou moins grandes, enfin plein de tests super sympas. Donc, vous pouvez y aller voir. Et je voulais juste vous faire un petit point parce que j'aime bien. Je ne savais pas d'où venait ce nom Oobleck. Je me suis dit, ben, Bah ouais, j'allais te poser d'où la ça question. vient. Oobleck, c'est quoi? C'est le nom d'un mec ou? Ah, c'est le nom C'est d'une le nom BD. d'un fluide. C'est le nom d'une BD, donc c'est les années 40, c'est en 49, donc c'est plus tout jeune, mais c'était une BD qui est sortie aux États-Unis avec Bartholomew. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est dans un royaume où le roi s'ennuie et il en a marre d'avoir toujours la même météo. Soit il fait beau, soit il neige, soit il pleut, mais il dit voilà, il en a marre, c'est toujours la même chose, je veux qu'on invente un nouveau truc. Et du coup, il demande à ses magiciens d'inventer une nouvelle météo, un nouveau temps. Donc les magiciens inventent ce nouveau fluide, qui du coup est appelé Oobleck dans la BD. Et ce fluide, il est la verre, vous le voyez, il arrive et il tombe sur le royaume. Donc au début, le roi, il est super content, il dit ah ouais, c'est quelque chose de nouveau, c'est C'est trop drôle. drôle, etc. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que ce fluide, bah, il colle un peu et en fait, il a cette propriété de couler quand on l'agite pas trop et de complètement bloquer, figer dès qu'on commence à l'agiter. Donc, on peut plus jouer de la trompette, on peut plus cuisiner. Dès qu'on veut bouger et qu'il y a ce fluide, on n'y arrive plus. Donc, c'est là où voilà, les gens qui font poster des vidéos sur la maïzena ont dit bah, tiens, ça ressemble à ce fluide Oobleck qui était un peu pensé, inventé dans cette BD. Donc, ils ont appelé le Oobleck fluide. Donc les fluides Voilà. réopécissants, c'est des fluides pénibles qui font toujours l'inverse de ce que tu veux. Toujours l'inverse de ce que tu veux. Dès que tu commences à essayer de t'agiter, Ça fige et dès bloque. que tu Ça fige. veux qu'il bouge pas, il coule. Il coule. Donc ouais, c'est les fluides pas drôles. C'est Et drôle. d'ailleurs, c'est un peu, enfin, tu dis ça, effectivement, c'est drôle, mais dans l'industrie, il y a en fait, là, nous, on a commencé à faire des expériences avec la maïzena, et il y a plein d'autres fluides qui font un peu ça.
Et évidemment, si c'est un peu embêtant parce que dès que tu veux les manipuler, bah, ils bloquent, donc tu ne peux pas vraiment les manipuler, donc il faut les manipuler très lentement, etc. Et on Il y a verra Lolo ça qui un te peu. demande, du coup, le slime, c'est aussi étudié? C'est un truc que vous avez envisagé d'étudier ou... Ah ouais, alors ça sera un rêve, faire une fois, mais non, je ne l'ai pas encore étudié, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui le font, mais ouais, il y a peut-être des gens qui font regardent un peu des choses similaires au slime, mais je ne saurais pas te dire exactement comme ça tout de suite qui et comment ils étudient ça. Et Mais d'ailleurs, ouais, ouais, c'est ça me fait penser sa question aussi au kinetic sand, le sable. Comment ça se dit en ouais, français? Sable, ouais, je ne sais pas comment on dit le sable magique, sable magique mais peut-être, ouais. je sais pas, mais ouais, Kinetic Sand, ouais, on en a un peu au labo, donc c'est plutôt pour, voilà, pour l'instant pour jouer. On n'a pas étudié ça à fond, mais ouais, ouais, il y a le sable magique, ça pourrait être un sujet d'étude aussi, Ok, complètement, ok, ok. complètement, de savoir comment, On quelle est la réserve ça recette secrète. pour la thèse de Lolo alors. On reste ça pour la thèse, une des thèses de l'eau. Il y a des thèses de Lolo. Tu vas avoir du boulot, Lolo. Mais du coup, je peux peut-être passer, avant de Yes, la montrer ça, viscosité, peut-être passer vas-y. aux applications. Je sais Yeah, plus. ok. Parce que comme Ah, du et du coup, on parlait de du ça, chocolat, du chocolat. ça. Toi, tu dis, voilà, donc c'est vrai que ça, c'est le flic qui fait jamais ce qu'on veut, mais en fait, ça pose vraiment des problèmes dans l'industrie parce que, par exemple, quand on essaie de fabriquer du chocolat, on prend des particules de cacao qu'on met dans un fluide qui est en fait de la graisse. Et quand on fait une étape de conchage, c'est qu'on passe d'un truc qui est presque une pâte à un truc liquide. Et à ce moment-là, quand le truc devient un peu liquide, bah, il a les mêmes caractéristiques que la maïzena. Et du coup, c'est super embêtant quand on essaye de le mélanger, d'arriver à cet état-là. Et du coup, il y a plein de gens qui étudient comment se comporte ce cacao en train d'être, enfin ce chocolat en train d'être fait, et comment est-ce qu'on peut le mélanger et le manipuler à peu près Oui, parce que si on raisonnablement. le mélange, on essaye de manger vite, il se mélange pas, et si on essaye pas de le mélanger vite, bah il se mélange pas non Bah, plus. non, enfin non plus. Exactement. Il y a ça. Ah oui, Et eh oui. dans les autres applications, donc ça, c'est un peu les défauts de ces fluides, mais il y a des fois, on peut leur trouver des intérêts. Et alors, je ne sais pas si je vais Attends. mettre en pause. Non, je crois pas. Mais les intérêts qu'on peut trouver, c'est par exemple de faire, il y a des gens qui imaginent d'avoir des protections pour le sport ou des gilets pare-balles. Parce que, bah, par exemple, pour le gilet pare-balles, Ah, ça peut permettre je te mettre là. de bouger confortablement si on ne bouge pas trop vite, parce que c'est un peu fluide. Et par contre, dès que la balle arrive, ça se fige et donc ça bloquerait la balle. Ouais, Donc ça d'accord. pourrait être un gilet pare-balles un peu plus sympa à porter. Et en Allemagne, il y a des gens qui font des dodanes avec ça. Des dodanes à Donc ils base de remplissent, vous maïzena. voyez ici, un dodane de maïzena ou de type de fluide comme ça. Et l'idée, c'est que si on roule pas trop vite, ben, le dodane se déforme, il est un peu fluide, il n'y a pas de souci. Donc on ne sent pas le dodane. Et par contre, dès qu'on dépasse la vitesse autorisée, il se bloque et il forme vraiment sa forme de dodane. Et du coup, il reste en place. Donc, vous voyez sur les images là, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais, quand on veut se servir de l'inconvénient du fluide pour les cas où on fait effectivement, en gros, il lutte contre le mouvement. Du coup, quand on a besoin de lutter contre un mouvement, c'est cool. Quand on a besoin de lutter contre un moment, c'est cool. Donc voilà, à chaque fois, toutes ces choses-là, tous ces comportements, on peut à la fois, ça peut poser des problèmes dans certaines configurations, mais on peut aussi en tirer avantage dans d'autres, quoi. Toujours un peu ce qu'on essaye de faire, quoi. Ouais, il y a Lolo qui dit un truc du style tu devrais peut-être te mettre à travailler sur le chocolat. Ah ouais, Ah, le alors mélange du ça, chocolat. on va y arriver, on va y arriver. Parce Moi, que je suis bon, fort. s'il y a besoin de faire de la vaisselle, il y Je a des suis pour volontaires dans le chat, je crois. moi, je suis pour le chocolat. Parce que la maïzena, c'est sympa, et quand on a mangé 12 galettes de maïzena, après, Ouais, vas-y, la nature, c'est... pff, maïzena nature, c'est un peu dur. Le chocolat, c'est bien mieux. tu fais des petites C'est galettes, fort. tu fais des petites galettes, des petites faritas, non? Des trucs comme ça? Des petites, ouais, ouais, on peut faire des petites galettes juste de maïzena avec un peu de l'eau ou certains, ou des petits biscuits. Mais c'est vrai que Ça roule. au bout d'un moment, Alors, c'est quoi ça? C'est du miel, là? ouais, c'est du miel. Alors moi, ce que je voulais montrer, c'est du coup un peu ce qu'on fait. Donc là, c'était un peu ce qu'on peut observer quand on mélange de la maïzena, pourquoi ça sert, etc. Mais nous, on sait, voilà, il y a du coup, dans les labos, on essaye de comprendre un peu mieux. Et pour essayer de comprendre un peu mieux, on essaie de mesurer une grandeur qu'on appelle la viscosité. Donc je ne sais plus trop à quel point vous avez peut-être vu ça, mais c'était pour vous rappeler un peu. La viscosité, c'est quelque chose qu'on associe à un fluide et qui mesure sa résistance à couler dans une certaine configuration. Et donc, plus la viscosité de ce fluide est grande, bah, plus il va couler lentement pour une même sollicitation. Donc là, si vous voyez, quand une image, on compare de l'eau et du miel, bah, vous voyez que si on le fait couler sur une certaine hauteur,
ben, le miel va couler beaucoup plus lentement. Et ça, c'est qu'il résiste beaucoup plus à la gravité ici et il est beaucoup plus visqueux. Donc, vous avez un peu cette intuition hein, avec différents fluides autour de vous, entre l'eau, le lait, le miel ou des choses encore plus visqueuses comme, je ne sais pas, peut-être le Nutella ou le beurre de cacahuète. Ben, vous voyez bien qu'il y a une graduation de viscosité. Et donc, on a un peu cette chose-là, mais voilà, c'est une grandeur que nous, on mesure sur les fluides et qui est importante. Attends, Et donc, on est... quand on parle de choses importantes, le beurre de cacahuète, Hmm. c'est pas c'est liquide. Si Alors, je... ça dépend le beurre de cacahuète que tu as. S'il est très froid, il peut être quasiment figé, mais Ah ouais, c'est s'il vrai est un peu qu'on chaud chaud, parle de la etc., il température. commence à couler. Oui, Donc, ça, voilà. si on... Mais est-ce qu'il S'il est risque pas de un... se déphaser du coup? Il y a pas un truc comme ça, genre le Nutella, Ouais, s'il devient liquide, en fait, il se déphase, mais... complètement. Ouais, ouais. Donc, le beurre de cacahuète, ouais, c'est pas l'exemple le plus simple, mais oui, je D'accord, pense que ouais, si tu chauffes trop, il va se déphaser, l'huile va sortir, et donc tu as deux fluides. Donc, bon, puisque d'accord. c'est une Bon, de de toute fluide, manière, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il soit crunchy, quoi. Team il faut qu'il y ait des gros crunchy. morceaux. Faut qu'il y ait des morceaux, Donc, il y a un sinon c'est pas... sinon, c'est pas drôle. Et donc, ce concept de viscosité, on a toujours envie de la connaître pour les fluides, bah, justement, pour pouvoir les comparer aux uns aux autres. Et puis, c'est une grandeur voilà, qui est importante, justement, quand on veut prédire leur comportement. Donc le Loi Et demande, donc, plus la viscosité est haute, plus il est résistant à la ouais, gravité. C'est ouais. ça qu'on Et dit. donc, le miel est plus visqueux que l'eau. Est-ce qu'il y a des trucs Ouais. qui sont moins visqueux que l'eau? Il y a quelques fluides qui sont moins visqueux que l'eau, mais pas beaucoup. L'eau est globalement presque le moins visqueux qu'on connaît sur Terre. Peut-être dans d'autres planètes, je ne sais pas. Mais Non, l'eau, t'en as globalement, pas... Y a pas d'autres trucs moins visqueux que l'eau? il y a quelques trucs un peu moins visqueux, Un mais peu c'est moins. pas beaucoup moins visqueux. C'est T'as vraiment un pouillème en dessous. t'as pas des exemples? On te demande dans le chat, genre... Ah non, je sais plus ce qui est moins visqueux. Ouais, c'est un peu des fluides particuliers. Ouais, c'est un peu Alors des trucs. il y a l'eau avec les bulles, non? Y a pas un truc comme ça? Si t'as de l'eau qui est avec beaucoup de bulles, c'est moins visqueux, non? Y a pas un truc comme ça? Ouais, alors oui, oui, de l'eau avec des bulles, c'est moins visqueux. C'est probablement vrai. Mais il y a des fluides un peu de fluides chimiques, organiques, un peu complexes, qui sont un peu moins visqueux. Mais Et c'est très après, très négligeable. Alors que des fluides plus visqueux, il y en a qui sont sacrément plus visqueux. voilà, plus visqueux, c'est assez facile à trouver. Moins visqueux, c'est un peu plus dur. Après, il y a des fluides très particuliers quand on tombe à très basse température, etc. Donc ça, c'est vraiment sur des tout petits échantillons et c'est un peu des trucs qui ont été construits par l'homme. Genre l'hélium liquide, c'est... Genre l'hélium liquide et tout, à des très basses températures, il peut y avoir des viscosités très très basses. Mais c'est parce qu'on tombe un peu dans des états de la matière qui sont Ouais, on n'est pas obligé un peu d'aller surprenants. dans le détail de tout, t'inquiète pas. Ouais, 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 non, mais carrément. Mais oui, oui, donc il y en a un peu, mais c'est pas le plus courant. Si on veut, en pratique, dans la vie de tous les jours, trouver un film moins visqueux que l'eau, voilà, peut-être l'eau avec pas mal de bulles, mais sinon, c'est pas évident. Ok. Alors qu'on a vraiment beaucoup plus visqueux. Mais ouais, ouais, carrément. Bonne. T'as une idée du truc le plus visqueux qui existe ou c'est juste... on pourra Alors, toujours trouver c'est plus visqueux? drôle. Alors, il y a plus visqueux. En fait, tout peut être, enfin, beaucoup de choses peuvent être visqueux. Par exemple, on peut parler de la viscosité du manteau de la Terre, parce qu'en fait, sur des échelles de temps énormes, ça finit par couler. Et donc, quelque part, on peut définir une viscosité qui est du coup très extrêmement grande. Mais il y a des expériences avec c'est assez drôle. Aux États-Unis, ils ont fait des expériences avec du goudron. Donc, c'est vraiment du goudron qu'on Ah boiterait sur oui, du bitume. Et donc, ils ont oui. rempli un entonnoir de ce goudron. Et il se trouve que ce goudron, en fait, il a l'air très solide. On le voit à l'œil nu absolument pas bouger. Mais une fois tous les 7 ans, il y a une goutte de goudron qui tombe. Comme tomberait une goutte d'eau d'un entonnoir que vous auriez posé. Sauf qu'elle tombe tous les 7 ans parce que le goudron est excessivement visqueux. Et ce qui est assez drôle avec cette expérience, c'est que pendant longtemps, donc c'est une expérience qui court, je crois que c'est l'expérience la plus longue du monde, etc. Elle court depuis presque, je pense, plus de 100 ans ou des choses comme ça. Pendant longtemps, on a vu que d'un coup, il y avait une goutte qui était apparue, qui avait été tombée, mais on n'a jamais vu une goutte tomber. Et donc, parce que il se trouvait que le moment où elle tombe, on ne peut pas le prédire, et il n'y avait jamais personne qui était là, qui attendait au moment où soit là. Et donc, ils ont fini, au moment où les webcams sont arrivés, ils ont mis une webcam pour vraiment saisir le moment où ils ont, et je pense qu'il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, ils ont vu pour la première fois la goutte de cette expérience qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années, vu une première fois la goutte tomber. C'était une grande émotion. Et y a pas un mec comme Voilà. ça qui est mort avant de voir une goutte tomber et qui a fait l'expérience, genre, qui a suivi l'expérience pendant 70 ans ou je sais pas combien et Ah, qui... peut-être, Je crois, j'avais entendu cette histoire et c'est j'avais possible, entendu qu'il y a c'est un mec possible. qui était trop Ouais. fané parce que en gros, il y avait une fois où c'était la dernière fois où il pouvait la voir et après c'était fini et il a encore passé à côté et genre il l'a jamais vu tomber ou... C'est dur, Ça c'est c'est dur. très très dur. Ah Pour le le, moral, c'est dur. la Mais science c'est pas peut-être, ouais, toujours c'est tendre, hein. possible.
La tendre et pas toujours tendre avec le. Mais voilà, donc cette expérience est assez connue. Et donc, à partir de là, on peut commencer à définir une viscosité qui est géante, de quelque chose qui, nous, aux échelles de temps actuelles, nous paraît complètement solide. Mais en fait, on peut définir une viscosité parce qu'il y a un comportement liquide à très longue. À très longue, à J'ai très Léo longue. qui a une question là qui dit pour ce genre d'expérience, on n'a pas des accélérateurs, il y a moyen de d'accélérer la chose en se disant bon j'accélère mais du coup je sais que j'ai accéléré donc je peux en... Est-ce que c'est possible ça? Ben, on pourrait là, c'est juste soumis à la gravité, donc effectivement, on pourrait le soumettre à une force plus grande, et donc c'est vrai qu'on pourrait, on peut mesurer la viscosité de ce goudron, par exemple, en sollicitant enfin, avec plus grande force, et donc en mesurant la chose. Oui, oui, donc on a des expériences. Là, cette expérience, c'est un peu une expérience démonstrative. C'est Oui, quelque oui. chose justement qui est lent pour montrer que. Mais oui, oui, on peut accéder à ce genre de méga grande viscosité. On peut mesurer des viscosités pour quasiment des objets, des roches un peu fondues. Et avec des appareils, voilà, où Mais du coup il c'est faut quoi un peu avec de une force temps. centrifuge? Alors, je ne sais pas exactement comment fonctionnent les appareils qui font ça, mais je pense que c'est un peu des genres de machines de traction, donc qui forcent énormément sur le matériau. Et Sur une viscosité de cisaillement du coup? je pensais du cisaillement, ouais. Ouais, d'accord. Donc, Il y a Fabi qui dit, Fabi 31 qui dit monter en température pour l'interrogation. Est-ce que si tu montes en température, est-ce que tu accélères la chose? ouais, complètement. Si tu montes en température, tu accélères la chose. Mais ça, après, voilà, ça suppose un peu que tu connais, si tu veux avoir le comportement à température ambiante, si tu connais le comportement à 100 degrés, c'est pas si évident de savoir si tu connais la viscosité, par exemple, à 100 degrés, quelle est la viscosité à 20 degrés. Eh, parce qu'on a changé C'est la pas de. viscosité, comment est-ce qu'on l'a changé du coup? Voilà, donc il faudrait, et après, il Parce faut que là on peut-être joue faire plus un sur les équivalent de actions, on température. joue sur la propriété du fluide. Ouais. Et Et oui, donc oui, Lolo dit pareil, varier en humidité, j'imagine que varier l'humidité c'est pareil, ça peut te changer la viscosité. Ça changera pas ouais, la sollicitation, mais ça change la viscosité. ouais, Et... Ok. carrément. Tout ça, ça va faire changer les propriétés. Et du coup, j'avais entendu un truc comme ça, tu parlais de trucs qui bougent quasiment pas. Hmm. Les vitraux dans les cathédrales, c'est liquide ou alors ou pas? Alors, le vitraux dans les cathédrales, je sais qu'il y a eu plein de débats. Donc, oui, il y a un peu cette question que les vitraux C'est dans les pour ça que je demande à cathédrales un continuent expert. depuis très longtemps. Alors, non, je n'ai pas la T'as réponse, pas la mais c'est réponse. vrai qu'on voit qu'ils sont un peu plus bombés en dessous. Et donc, on se dit, tiens, ils ont coulé parce qu'avec l'effet de la gravité, au bout d'un moment, Alors, et ça, je sais qu'il y a des débats. Je n'ai pas la réponse. Je sais qu'à un Ok. moment donné, les gens disaient, mais en fait, il y en a certains endroits où ils étaient déjà formés comme ça. Donc, Hmm. naturellement, ils Et alors, préféraient il y aurait pas la moyen limite. de le mesurer Alors, ça? du coup, et donc, il y a probablement moyen de le mesurer, mais voilà, c'est pareil, il faut faire des expériences à longue échelle. Donc, il faut mesurer l'épaisseur à certains endroits du À longue vitrail. Donc, échelle ou à très petite taille? Si tu fais avec des interférences, tu pourrais voir ouais, une déformation qui est très petite. ouais, complètement. C'est Oui, là, oui, on il y en est a à la plein de choses à combienième de test de Lolo là faire. Oh là là. Là, on arrive proche de la retraite. Proche de la retraite. Oui, enfin la retraite, proche de la retraite, mais bon, d'ici là, Oui, bon, hein, d'ici là, hein. la retraite, ce sera dans longtemps Carrément, d'ici plus là, 13 ans plus. Mais oui, oui, sur les carrément. vitraux, c'est une super question. Non, j'ai pas la réponse. Je sais qu'il y avait eu un peu D'accord. de débat sur le. Il y a des gens qui disaient ça et ils disaient, mais en fait, c'est pas forcément partout. Ouais, Mais ça peut être à la non, le verre, construction, on ne même sait pas à. comment ça a été construit tant que ça en fait. Oui, oui, mais ce genre de matériau, en fait, effectivement, on peut à très longue échelle va avoir un comportement de type liquide et donc on peut définir une viscosité sur ce genre de choses. Même- Ok, ok. Et donc, ouais, c'était pour vous dire un peu ce qu'on utilise au labo pour Ah mesurer bah ces oui, carrément. viscosités. Gros appareil. Et donc, nous, on appelle ça un rhéomètre. Parce qu'on dit c'est faire la rhéologie, c'est de regarder le comportement quand ça coule d'un matériau. Et donc, c'est rhéologie. Et donc, c'est assez, en fait, enfin, ça a l'air d'une grosse machine, mais c'est assez facile. En fait, vous voyez au centre, il y a un genre de cylindre, là, un petit peu en cône. Donc, c'est ça qui tourne. Et puis, on plonge ça dans un petit réservoir où on plonge le liquide qu'on veut étudier. Ouais, attends 30 secondes parce qu'on me dit que ton son est pas assez fort. Ah, mince. Tac, tac, tac. Vas-y, parle. Ouais, on m'entend mieux. Est-ce que c'est mieux là, Lolo? Allô, allô? Sinon, je peux baisser encore un peu le mien. Là, j'ai monté à fond ce que je pouvais. C'est mieux? Est-ce que C'est mieux? je baisse un peu le mien ou pas? Je peux baisser un peu comme ça. Hop. Non, c'est bon? Ouais, allez, c'est très bien. Ok, parfait. Désolé. Désolé, Pas de souci. je suis pas un pro Non, non, de mais gérer c'est les petits trucs de DJ là. de mixage. T'inquiète pas, Lolo, t'as bien fait de demander. Alors vas-y, explique-nous le rhéomètre. Rhéomètre, donc c'est pour mesurer cette quantité de viscosité. Donc on a un petit réservoir, on plonge le fluide qu'on veut, donc soit par exemple l'eau, soit le miel ou ce qu'on veut. Et dans ce réservoir, il y a un cylindre là qui vient tourner.
Et donc, on le fait tourner à une certaine vitesse. Et ce qu'on mesure, c'est à quel point c'est difficile de le faire tourner à cette vitesse. Donc, le couple qui ressent quand il est dans ce fluide. Et donc, on sent bien, plus c'est visqueux, plus ça va être difficile de le faire tourner. Et donc, plus ça va être résistant. Et on va mesurer un couple important. Et donc, quand on mesure ce couple, on en déduit la viscosité du fluide. Et c'est avec ça qu'on mesure les viscosités de plein de fluides autour de nous. Donc, pas les plus visqueux, mais déjà de pas mal de fluides, entre l'eau, le miel, le lait, tout ce qu'on peut imaginer de C'est pas mal de c'est choses de la vie quoi courante. un ordre de grandeur de la différence de viscosité, le facteur entre l'eau et le miel? À quel Alors, entre point? l'eau et le miel, ça peut être d'un facteur 1000, 10 000, même 100 000. Donc, c'est 100, vraiment 100 000 beaucoup fois plus plus visqueux. visqueux, 100 000 fois plus visqueux. Donc, Ah, ça je peut me être suis déjà. dit, tiens, en fait, si on est bête dans les fluides moins visqueux que l'eau, il doit y avoir l'air, non? Oui, oui, oui. Donc, si on parle de gaz, après, il y a plein de choses beaucoup moins visqueuses. Ouais, J'imagine. Mais oui, on parlait de ouais. liquide. Oui. Oui, oui, Mais si on comme parle de on gaz, dit, on est dans des liquides, mais pas complètement liquides, alors bon, je sais plus, complètement, moi, hein. complètement. Je sais plus ce qu'on Ouais, parle. ouais, non, des gaz, oui, oui, des gaz, c'est infiniment moins visqueux, ouais, complètement. Oui. Carrément. Donc, le miel, ça peut être 100 000 fois plus visqueux. Ah oui. Ouais, donc ça dépend du miel. Ah oui, ça, Donc, c'est celui globalement, miel qui est bien de, solide, là. C'est celui que quand on retourne le pot, ça bouge pas, quoi. par exemple, ouais, où là, ça va bouger très lentement et peut y avoir ce genre des gouttes qui vont tomber peut-être au bout de plusieurs minutes. Et Salut donc voilà, le miel, Pedrosa. Hop, j'ai un nouveau viewer, Pedrosa, que je connais pas. Bonjour, bonjour. Bienvenue, salut. on interview Dr Baptiste Ah, j'arrive plus à dire ton nom. C'est trop long. Baptiste. Docteur Darbois Texier qui travaille sur de la rhéologie, donc c'est l'étude des trucs visqueux pour l'instant là. Je te le fais en cours Yes. parce qu'on va pas Ouais, refaire ouais, tout le stream, on hein. y est. Et là, du coup, on disait l'appareil qui était pour utiliser la viscosité. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que dans cet appareil, on y allait franco, on a mis de la maïzena avec de l'eau parce qu'on ne Yes. comprenait pas trop comment ça marchait. Et donc, on a rempli ça de maïzena de l'eau, on a essayé de faire tourner notre cylindre et on l'a fait tourner à plusieurs vitesses. À chaque fois, on a mesuré du coup la viscosité. Donc, bon, je vous montre une courbe, il ne faut pas trop s'affoler, mais c'était juste pour montrer un peu Ouais, l'ambiance. t'inquiète pas. C'était la viscosité. Donc, en fonction justement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la vitesse à laquelle on tournait, parce qu'on a dit, avec la maïzena, si on va lentement, ça va, il n'y a pas trop de problème, mais si on essaye de la forcer trop rapidement, ça se fiche, ça va plus très bien. Et c'est un peu ça qu'on regarde. Donc, si on, par exemple, on a fait différentes concentrations d'eau et de maïzena, mais si vous prenez la courbe violette, quand ici, c'est en fonction de la vitesse, donc à une certaine vitesse, on a une viscosité qui n'est pas trop grande, ici, qui est peut-être juste 100 fois celle de l'eau. Donc, ça serait Mhm. un peu comme du lait, d'accord? Ici, quand on touille la maïzena lentement, on a l'impression que c'est du lait. Par contre, au bout d'un moment, si on la touille trop vite, si on augmente la vitesse, vous voyez qu'ici, j'ai un super saut de viscosité. Et ce saut, en fait, ça correspond à un saut d'un échelle d'une facteur 100. Donc, d'un coup, je tourne un peu plus vite, et là, ma viscosité, elle augmente 100 fois. Donc ça devient plus du tout du lait, mais beaucoup plus du miel et même du miel, peut-être du bon miel. Et ça, juste parce que j'ai forcé un peu plus vite. Et donc c'est un peu le comportement qu'on avait dit qu'on retrouvait dans la piscine, par exemple. Si je cours et que je vais assez vite, le truc est très visqueux, donc je peux traverser la piscine sans trop de problème. Par contre, si je vais pas assez vite, je suis en dessous et c'est plus comme du lait, je coule dedans sans pouvoir la traverser. Donc nous, on retrouve, quand on fait des mesures comme ça, on a quelque chose de quantitatif sur ce qu'on voyait dans la piscine, par exemple. Alors, pour Vas-y. le chat, t'as pas de questions. Moi, j'ai deux questions là-dessus. Alors, déjà, est-ce que Vas-y. tu peux leur expliquer, parce que là, c'est des échelles logarithmiques, donc juste Ouais. rapidement en quoi ça consiste une échelle logarithmique, parce que c'est. Ouais, complètement. Là, j'y vais un peu vite, mais donc sur cette viscosité, effectivement, on l'a représenté en échelle logarithmique. Ce saut paraît pas énorme, mais c'est qu'à chaque fois que je saute de là ici d'une graduation, j'ai augmenté de 10 fois la viscosité. Donc ici, je saute de une graduation de 2 au moins 2 gradations, j'ai augmenté de 100 fois. Ça correspond à l'échelle logarithmique, c'est pareil en vitesse. Ok. Donc ici, j'ai augmenté de 100 fois aussi la vitesse. J'ai Bon. une deuxième question. Et là, Mm. c'est par contre, je connais pas la réponse. C'est la première, je connaissais la réponse. Là, je connais pas la réponse. Euh, avec Lolo qui dit waouh, merci, j'ai enfin compris l'échelle logarithmique. Donc, tu vois. Euh, Pourquoi quand c'est au départ ça décroît? C'est-à-dire que ça veut dire qu'à des vitesses très faibles, t'as une plus grande Mm. viscosité? Ouais, alors il y a il y a effectivement, donc ça c'est vrai dans la maïzena. Si tu vas excessivement, donc ce qu'il faut voir, c'est que comme ça en échelle logarithmique, c'est des très très petites vitesses, donc il faut vraiment aller super lentement. Genre un tour par Euh, minute, c'est un ouais, truc comme genre, ça? genre un tour par minute, voire moins. Et effectivement, là, il y aura aussi en plus, ce comportement, c'est qu'à très très faible vitesse, la viscosité est aussi encore plus grande. Donc ton fluide Et- là, il est réoépaississant et aussi réofluidifiant.
Voilà, c'est-à-dire que dans ce premier truc, quand on a très petite vitesse et qu'on commence à augmenter la vitesse, au début, ça va un peu mieux. C'est-à-dire qu'il va être de moins en moins visqueux Il faut aller jusqu'à un atteindre un tout petit plateau peu. Ouais, ok. Ah, et au-delà c'est. de ce plateau, ça rechange brutalement. Et vous avez une explication un peu à ce comportement? Vous avez une explication un peu théorique de pourquoi ça fait ça ou pas? Alors, il y a des. Nous, on a. Non, il y a des gens qui ont proposé des choses. Et c'est un peu ce que je montrais. Alors, sur le réofluidissement, pas trop. Non, ça, on ne D'accord. sait pas trop d'où ça vient. Mais sur l'aspect où justement ça saute énormément en viscosité à partir de certaines vitesses, ce que les gens ont proposé, et c'était les petites images là, Ah yes. c'est qu'en fait, si on revient à l'échelle des particules de maïzena, de fécule de maïs qui sont dans de l'eau, ce qui se passe, c'est qu'entre elles, ces particules, elles se chargent un peu dans le liquide où elles sont, dans l'eau, et elles sont un peu répulsives en fait. Elles n'ont pas envie de se toucher. Donc elles se maintiennent à distance et en fait, donc ça, c'est vrai si on l'agite pas très fort, c'est ces forces répulsives qui gagnent. Et en fait, le fait qu'elles ne se touchent pas, ces particules, ben, ça veut dire qu'elles peuvent facilement glisser les unes par rapport aux autres. Elles glissent sans vraiment se toucher. Hmm. Et ça, c'est assez facile en fait. Et du coup, ça veut dire que la viscosité de ce mélange-là, elle n'est pas si grande dans ce moment-là. Par contre, si on commence à aller beaucoup trop vite, ben, ces forces répulsives, elles sont plus assez fortes et ça vient mettre tous les grains en contact. Et là, du coup, ils n'ont plus du tout cette capacité de glisser entre eux, mais c'est un peu plus comme dans du sable. C'est qu'ils sont en train de frotter entre eux, et donc il faut passer un grain à travers l'autre, il faut vraiment venir frotter. Et là, c'est plus du tout sympa comme ce comportement. Et c'est ça qui fait que la viscosité du fluide devient beaucoup plus grande. Donc, voilà, les gens ils expliquent ce comportement par le fait qu'il y a une petite force répulsive entre les particules quand on les met dans l'eau. Ça, c'est Ce une. qui existe avec la maïzena et ce qui n'existe pas forcément avec d'autres grains. Est-ce que ça a été observé, genre microscopie ou truc comme ça ou pas? Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a des gens qui ont collé des grains de maïzena sur des microscopes et qui approchent de grains de maïzena et qui ont vu qu'effectivement, il y avait ces petites forces répulsives entre deux grains de maïzena. Donc, vraiment, à l'échelle de D'accord. quelques grains, ils ont pu observer cette petite force. Ouais, ouais. Et Donc, ça, Lolo, elle c'est. demande, elles ont comportement un peu hydro quelque chose, point d'interrogation? J'imagine peut-être elle parlait d'hydrophobe, hydrophile ou. Mais entre elles, peut-être, je sais pas trop sa question là. Ouais, ouais, ouais. Elles se mélangent bien dans l'eau, donc elles sont plutôt hydrophiles. Ouais, ça serait, mais ouais, hydrophobes. Elles sont plutôt hydrophiles parce qu'elles vont bien dans l'eau, mais par contre, entre elles, elles sont répulsives. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas D'accord, trop au début envie de se rapprocher. d'accord. Et c'est quoi la nature de cette répulsion? C'est électrostatique? Alors, C'est. ouais, c'est de type électrostatique, ouais. D'accord. Parce que les grains dans l'eau, ils font ça. Donc, c'est Ok, un peu ok. la magie de la nature qui fait ça. Ah bah la magie, les sciences, c'est pour ça. La magie de la science, c'est pour ça qu'on est là, hein. Ouais, donc la maïzena et puis après moi je connaissais pas trop mais donc c'est des particules, c'est du maïs mais il y a aussi plein d'autres types de maïzena à base de pommes de terre ou d'autres fécules mais qui font un peu le même comportement. Donc D'accord. oui, C'est pas que. Et si on faisait c'est avec de pas la que la farine, ça maïzena. ferait aussi ou. Donc la farine c'est non, la farine ça le fait pas parce que ça justement ça se charge pas mais si on prend par exemple de la fécule de pommes de terre ça le fait. C'est souvent les fécules qui ont ces particules C'est là qui plus ont tendance gros? à se charger. C'est parce que c'est plus gros, mais du coup, si on faisait une farine genre moins filtrée, genre plus grossière, ça marchait ou pas, tu en dis? Peut-être Donc pas. ouais, je pense qu'en fait la fécule, par exemple, par exemple dans le maïs, en fait la fécule, c'est qui récupère vraiment le cœur du grain de maïs. Donc c'est vraiment juste l'intérieur du grain qui donne ça. Je Mhm. sais pas, ces particules-là sont différentes. Donc peut-être dans le blé, si on récupérait le cœur des grains, on aurait peut-être un genre de D'accord. fécule de blé et ça ferait peut-être ça, ouais. Mais oui, oui, peut-être. Ok. Cool. Cool. Donc ça, Cool. je vous ai montré un peu. Et puis c'était juste là, je voulais venir un peu. Donc nous, on a fait des expériences à remettre. Et Donc après, on ça, avait c'est envie ton de faire. expérience, ça. Ça, c'est mon expérience. Allez, on y est Yes, là. c'est parti. Et Nous, donc ce là, qu'on c'est de a la fait, maïzena qui coule, là. là, c'est de la maïzena qui coule. Et ce que vous voyez, donc là, elle coule vers vous. Donc, je vais vous expliquer un peu l'expérience. Donc, on fait des expériences un peu modèles, mais comme on avait ce comportement assez étonnant, on s'est dit, on voulait regarder ce qui se passe quand elle coule. Et on a regardé juste ce qui se passe si c'est dans un canal incliné. Donc, c'est l'expérience, là, vous voyez là à gauche. En fait, on a un réservoir, on ouvre une porte et puis on fait couler la maïzena. Le canal, lui, est incliné. On peut regarder avec des caméras et tout, etc., ce qui se passe. Et ce qu'on a vu, c'est que là, la maïzena, elle est quand même donc, assez forte en des moitiés de maïzena, moitié d'eau. Et si on fait couler ça, ben là, ce que vous voyez, là, ces stries, en fait, c'est des vagues qui apparaissent toutes seules à la surface de la maïzena.
Et ça, c'était quelque chose qu'on ne s'attendait pas, parce que quand on a un fluide qui est quand même justement plutôt visqueux, parce que là, il y a pas mal de particules, ça devrait rester complètement libre. Il ne devrait pas y avoir ce genre de vagues qui apparaissent. Oui, on Donc voit le ça, c'est miel, quelque chose. ça lisse beaucoup, oui. Et Le là, miel, si on là fait couler du miel, ça reste tout plat, et là, ça se déstabilise énormément. Et donc, nous, on a essayé de faire des expériences un peu où on a fait varier ces paramètres, la concentration de maïzena, l'angle du plan, tout ce qu'on pouvait pour essayer de comprendre d'où venaient ces vagues et de les relier un peu à ce que je vous ai montré, le fait qu'il y a un saut en viscosité pour la maïzena. Donc voilà, ça c'est typiquement ce genre d'expérience qu'on fait, donc assez fondamentale pour essayer de comprendre un phénomène et de comprendre d'où pouvaient venir ces vagues et comment elles étaient reliées à ce fluide un peu particulier. Ok, alors, ça vient d'où? C'est parce que pourquoi d'un coup il y a un rebord, puis après il y a plus de rebord? Parce que c'est la vague, c'est ça. Il y a Donc c'est pourquoi qu'il y a un rebord à un moment et à un moment il n'y a plus de rebord. Dans le détail, tu peux nous dire ou pas? Ouais, ouais, bah c'est ce qui se passe un peu, c'est que cette maïzena là, en fait, elle a justement ce comportement. On a dit, si on commence à aller trop vite ou à aller voir trop fort, elle va ralentir. Enfin, elle va vouloir se figer, elle ralentir. Et ça, ça mène un peu à ces déstabilisations. Si on imagine qu'on est un morceau de fluide qui est en train d'évaler une pente, et la pente, elle veut en faire, nous allez faire aller plus vite. Et donc, on va aller plus vite, mais en fait, du coup, comme je suis de la maïzena et que j'ai pas envie d'aller plus vite, je me fige. Et bien, ce moment-là se fige et ça devient, et comme il se fige, il ralentit et il forme un genre de bourrelet. Et ça, c'est un peu une vague qui se passe. Et donc, le fait que justement, la maïzena, c'est ce comportement de dès qu'on veut l'accélérer ou dès qu'on veut l'aller faire plus vite, elle n'a justement pas envie d'aller plus vite et elle ralentit plus, et bien, ça génère ce truc que c'est un peu son embouteillage qui fait qu'elle reste, elle s'accumule à un endroit et ça forme une bosse. Et D'accord, c'est ça qu'on a essayé de comprendre. Et donc, après, nous, on met les choses comme ça en équation, on essaie de vérifier que ce qu'on propose, ça fonctionne avec les observations, mais voilà, c'est un peu ce qu'on fait au laboratoire. d'accord, d'accord. Oui, Lodi, ça se concentre en un point, elle freine son mouvement. Oui. Mhm. Elle freine Euh, son mouvement. Moi, ça me fait penser à un truc. Et alors, Ouais. ça a peut-être rien à voir. Ouais, Et ouais, d'ailleurs, c'est carrément. marrant parce qu'en fait, ta première vague va moins vite que les autres. Elles vont toutes à la Au même début, vitesse? Non, elles vont mais toutes. elles vont toutes à la même vitesse, mais la vague vont quand même un peu plus vite que l'écoulement moyen du fluide. Et donc, c'est pour ça que le front du fluide, lui, va un peu plus lentement que la vitesse des vagues. Donc, tu as l'impression que les vagues rattrapent le début de la D'accord. maïzena. Moi, ça me fait penser à un truc, mais je suis pas sûr du tout que ce soit pertinent. Mais je vais te demander du coup. Tu sais, c'est quoi? C'est Stick and Slick, le truc de la craie, tu sais, quand tu fais sur le tableau noir, là, qui fait ce bruit là, où Ouais. la craie fait des vibrations comme ça, là. Ça peut être un peu en. On peut faire un parallèle ou pas? Complètement. Donc, ouais, c'est le stick slip. Là, si tu essayes de glisser un patin ou un objet sur un support avec du coup une certaine élasticité et un frottement solide, tu peux avoir ce genre de stop, d'un mouvement où ça s'arrête. D'un coup, ça saute, ça redémarre et puis ça s'arrête, etc. Et donc, c'est un peu ouais, c'est un peu ce même comportement. C'est dans les équations, c'est un peu analogue à ce qui se passe ici. C'est que d'un coup, on veut aller faire aller plus vite, mais en fait, il n'a pas envie, du coup, il s'arrête. Et puis, bah, d'un coup, il s'est tellement arrêté qu'il revient un peu fluide et donc il est obligé de repartir. Et donc, on a un peu les mêmes choses. Donc, D'accord, c'est un ouais. peu un comportement de stick slip, comme une craie, tu as complètement raison, mais qu'on observe avec un fluide, du coup, qui génère pas un bruit, mais plutôt des vagues. D'accord. Et du coup, j'imagine que plus tu as une pente qui est importante, plus tu vas avoir un effet qui est important, puisque du coup, si Ouais, c'est donc pour là, ce qui lutter compte, contre la vitesse. carrément. Ce qui compte, c'est la pente et c'est un peu la concentration de maïzena qu'on met dans le fluide. Et je peux vous montrer un peu les images qu'on peut avoir. Donc là, par exemple, en bas à droite, on a vraiment chargé en maïzena. Et donc, on obtient des vagues complètement énormes, quoi. Ça devient vraiment super colossal. Ça fait vraiment des énormes bourrelets qui se déplacent tout doucement et qui rattrapent les autres, là. Genre de tsunami de maïzena. Et bon, quand la maïzena est un peu plus diluée, on voit ces vagues, mais elles sont plus sympas, un peu plus lisses et un peu moins hautes. Donc, et ça va aussi dépendre, comme tu dis, de l'angle. En fait, plus l'angle va, plus ça va éventuellement rapidement le stopper, donc facilement le faire grossir, etc. D'accord, d'accord. Donc du coup, vous avez mesuré la distance entre les vagues, la hauteur des vagues aussi? Ouais, du coup, carrément, on mesure la distance, leur vitesse, leur hauteur, et du coup, on mesure ça pour tous les paramètres un peu que je vous ai dit avant, et on essaye de voir si avec justement ce qu'on a mesuré au réomètre, donc l'évolution de la viscosité en fonction des vitesses,
est-ce qu'on arrive à comprendre ce qu'on observe. Donc ça, c'est notre vie au labo au jour le jour, tout le temps. Vous faites couler. Et là, impossible d'utiliser un tuyau pour pomper et pour remonter en haut, du coup, puisque c'est de la Alors maïzena. ça, c'est Faut le une faire à la bonne main. question. Oh, oui, là, obligé de passer à la main. On a essayé de mettre la maïzena à la pompe et même Là- avec des pompes qui nous paraissaient un peu péchues et où on pensait qu'on aurait peut-être quelque chose, pas possible. Ouais, Et c'est vraiment, ouais, il y a pas de, on n'a pas trouvé de pompes qui ont l'air adaptées à la maïzena. ah, faut peut-être mettre un tapis juste, hein. Faut peut-être, voilà, il faudrait faire des petits Un godets qui petit viennent tapis récupérer comme le ça, courant et hop. qui ramènent le truc. Ouais, ouais. Donc ça, bon, c'est juste qu'on n'avait pas ce genre de choses. Il y a probablement des pompes enfin, le genre de pompes Oui, qui marchent, mais effectivement, c'est pas si on prend une pompe les plus courantes pour le fluide, c'est pas bon. ça, ça Et roule, donc, ça roule. voilà, on était obligé de ramener la maïzena à la main. Cool, 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 cool. Moi, préfab, je peux vous parler de plein de trucs, mais je sais pas trop ce que c'est le format et le temps. Non, bah Et c'est attends, je ça t'ai que je dit, voulais vous il y a dire sur pas ma de, vie. y a pas de temps limite. Enfin bon, il y a un temps limite, mais on va pas l'atteindre. Ouais, on va Moi, pas à vous minuit, je vais me coucher, hein. Ouais. Je vous laisse, Ouais, je te laisse avec le chat, hein, je te laisse. je te laisse le Moi, je contrôle. me couche à minuit, il y a pas de problème. Je sais pas, est-ce que t'as envie de parler d'autre chose ou pas? Est-ce que t'as Ouais, moi j'ai envie? carrément. Enfin, je peux vous parler un peu d'autres choses, peut-être plus superficiellement, parce que là, je Ouais, me bien suis sûr. parlé de détails et tout, de toujours un peu granu et tout, un truc plus inspiré de la nature, Vas-y, tu veux. vas-y. On y va. Donc Yes. là, c'était une expérience, on a dit maïzena, mais je vous ai parlé au début du sable, etc. Donc, je vais vous montrer l'expérience avec les grains. Et l'inspiration pour cette expérience, c'était de comprendre un peu ce qui se passe en montagne quand il y a des avalanches, de neige en particulier ou de gravier, où on sait que pour lutter contre ces avalanches, on place des obstacles. Donc, ces obstacles, ça peut être soit des forêts, on peut planter des forêts pour essayer que les avalanches ne sortent pas, ou alors, si on n'a pas envie d'attendre que la forêt pousse, de mettre des filets. Et ça, D'accord. on sait que ça limite le déclenchement des avalanches, et si les avalanches se déclenchent, ça va éventuellement les ralentir. Donc, il y a des gens, par exemple, qui font des simulations numériques où, vous voyez, ils sont sur une pente, ils font dévaler un matériau qui est un peu équivalent à de la neige, et ils regardent comment ils dévalent s'il n'y a pas d'arbres, s'il y a plein de petits arbres ou des arbres un peu plus dispersés, et ils se posent cette question de savoir ce qui peut se passer. Donc là, tu es en Et train de donc, nous dire que tu sais comment tu pars en vacances l'été à la plage et tu t'as et géré tes l'hiver, vacances. Bah, faites de la recherche, les gars, faites de c'est la recherche, hein. important, les vacances, c'est Le important. mec, il a déjà prévu ses vacances au ski, ses vacances à la plage. Donc, les Et les vacances milieux de granulaires dans printemps. l'espace, non? Complètement, complètement. Il manque Franchement, en il manque la apesanteur, t'as théorie pas sur prévu les de faire des vacances. petites expériences en apesanteur pour justifier de te faire un vol parabolique ou... Le mieux, c'est le terrain, hein. C'était Je suis pas d'accord. mal. Et donc toi, ça, c'est une des expériences que t'as fait, ça, ou c'est des expériences d'autres gens que tu nous montres? Non, là, Enfin, ça, c'est ça, une c'est simulation simulation. numérique, mais Ouais, ça, c'est une simulation numérique de gens en Suisse où ils en ont pas mal Suisse. ce problème des avalanches. Oui, Et donc, ils développent des codes pour justement pouvoir prédire presque instantanément si une avalanche se déclenche dans telle vallée, ils peuvent dire, ah ben, ça le déclenche là, je sais qu'il y a tant de neige, je pourrais presque prédire à l'instant tout de suite où est-ce ce qui va se passer ou jusqu'où cette neige va se retrouver. Donc, eux, il y a cette thématique, mais effectivement, ils ont une approche pour l'instant numérique. d'accord. Et Mais donc, nous, on a essayé justement de faire le pendant expérimental de ça. d'accord. Donc tu vas travailler avec eux pour essayer de vérifier expérimentalement un peu ce qu'ils trouvent. Ouais, carrément, Euh, carrément. mais la neige, du coup, c'est... Est-ce que c'est vraiment comme du sable où il n'y a pas d'interaction entre les particules ou parce que bon, Ouais, ça, carrément, c'est une bonne question. Et il y a plein de neiges en différentes. plus, Et donc, effectivement, cette neige, elle peut être soit un peu sèche, où donc les particules, c'est donc des flocons de neige qui se collent pas trop entre eux, ou des fois, elle peut être beaucoup plus humide, où elle, justement, elle continue à se couler. Et donc là, ce serait peut-être plus comme typiquement ce qu'on disait au début, du cacao en poudre ou encore d'autres choses. Donc, il y a tout un tas de neige. Donc, nous, effectivement, si on fait des expériences, nous, on fait des expériences juste avec des grains secs, donc on ne modifie pas toute la neige. Et puis, du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus parfait et modèle que la vraie neige. Mais ça nous donne déjà un peu des infos sur ce qu'on peut voir. C'est la cool. première étape. Et effectivement, l'étape d'après ce serait peut-être de faire la même chose avec du cacao en poudre pour être encore un peu plus près de la neige. Mais voilà, nous, c'est un peu ça qu'on fait de toute façon dans les labos, c'est que on a un problème méga compliqué qui sont de la neige qui peut être humide, pas humide, avec tout un tas de choses, avec des obstacles qui peuvent être des arbres, avec petits, grands, avec plein de branches, pas de branches, etc. Et on dit, OK, ben ça, c'est méga compliqué. On va pas pouvoir commencer à comprendre tout le détail de ça. On va faire un truc méga simple.
Et donc méga simple, ça veut dire qu'on prend un matériau qui déjà représente un certain type de neige, plutôt la neige sèche, et des obstacles qui vont être bien répartis et le plus simple possible. Et donc c'est là où je peux montrer un peu les expériences qu'on fait. Donc là, quand on prend cette approche, ben, on construit un plan incliné où en fait on place des petits plots comme ça, rigides. Enfin, et j'ai perdu le contrôle de la souris. Tout va bien. Et on place des petits plots comme ça et on regarde l'écoulement de sable là-dessus. Pardon, j'ai vraiment plus contrôle. Et vous voyez, hein, donc c'est ce plan-là, il fait peut-être un demi-mètre sur 1 mètre, et on a placé plein de petits plots, et en dessous, il y a un réservoir. Et donc, je vous montre la vidéo des expériences pour montrer. Donc, ça, c'est l'université qui a fait ça. C'est pareil, ils ont mis de la grande musique. Vous voyez, l'expérience n'est pas très grande, hein. Ouais, Donc, on ouais. a mis. Mince, Ta souris je est en crois train de pas. perdre sa batterie, c'est ça? Je sais pas, non, ouais. Pardon. Je Ouais, sais c'est pas pas grave. pourquoi ça perd Alors j'espère le. qu'il y a personne qui est épileptique dans l'assemblée. Ah oui, Parce que... je vous la montre peut-être là, si j'arrive. Non, je sais pas, c'est la souris qui fait des bêtises. Je vais chercher une souris en fait. Ça, c'est une bonne question. Et Vas-y, après, comme vas-y, ça, on vas-y. est On pas fait une mal. petite pause. Allez boire un coup, tout le monde. Si vous avez d'autres questions à lui poser, Lolo, j'ai pas oublié qu'il faut que j'aille retourner voir ta question. Mais yes, je l'ai encore en. Voilà, hop. Ça, vous Ah, ah. comprenez tout là? Tu l'as là, ok, parfait. Ça roule. Alors le mec, voilà, il est sur Mac déjà. Voilà, comme tous les chercheurs sont sur Mac. Voilà. On a tout vu. Ah, mais en plus, je suis sous Linux. Ah, bah. Ah, t'es sous Linux, mince, j'ai pas vu. Ah merde, j'ai cru que c'était du Mac, pardon. Ah, voilà. Voilà. Le mec, il fait le malin, il tombe dans le ravin. Ça aurait pu être Mac. Mais alors, est-ce que là, j'ai le contrôle? Ça roule, Lolo. Ça va, t'as une souris, c'est bon? Ouais, je crois. Yes. Ah, et en plus, la neige, là, ça va bientôt être le moment. Attention des chercheurs en train de faire des manips, Fab. Yes. Un petit laser. Donc là, c'est, vous voyez, vraiment juste notre petit bille de verre, donc l'équivalent du sable qui tombe, qui est en train de couler entre tous ces obstacles qui représentent un peu une forêt parfaite qu'on pourrait imaginer, quoi. Vous voyez que chaque obstacle est en train de résister à l'écoulement de grains. On voit bien qu'ils sont en train de taper dessus et de contourner l'obstacle. Et donc nous, ce qu'on mesure ici, c'est bah, à quel point de mettre plus ou moins de piliers, ça freine l'écoulement des grains, ça ralentit leur démarrage et quelle quantité de piliers il faut mettre, d'obstacles il faut mettre pour commencer à avoir un effet important sur l'avalanche qui se déclenche. D'accord. Tu utilises en fait la viscosité de ce pseudo-fluide en mettant des Complètement. obstacles pour ralentir, quoi. Ouais, complètement. Donc voilà, il y a exactement cette question de qu'est-ce que c'est la viscosité d'un milieu comme ça qui est du sable, comment il se comporte autour d'un obstacle et comment je décris cette petite configuration de ce fluide autour d'un obstacle et de ce fluide autour de plein d'obstacles. Et du coup, comment il faut que je mette tous mes obstacles pour au mieux freiner mon écoulement. Et après, une fois qu'on a compris cette configuration méga simple, méga simplifiée, comment est-ce qu'on peut transposer les petits résultats qu'on a à des configurations plus complexes, donc ce qui peut se passer dans une forêt, si les arbres ils sont pas tous bien rangés, s'ils sont un peu plus grands, un peu moins grands, ou un peu plus espacés ou moins espacés. Et je me demandais, la viscosité pour un fluide comme ça, tu peux pas la Ouais. mesurer avec un rhéomètre. Alors, oui et non. Donc, effectivement, c'est un peu difficile de définir une viscosité, mais quand on veut regarder comment se comportent ces écoulements de sable en écoulement, en fait, on a utilisé des choses qui sont presque des rhéomètres. On a mis des rhéomètres, mais on a un peu adapté les choses. Et ce qu'on s'est rendu compte, ce qui était important, c'était quelle pression on a appliquée dessus. Donc, en fait, on laisse pas juste, on met pas du sable dans le rhéomètre et puis on fait tourner notre petit objet. Mais on fait la même chose, mais vient dessus, on vient appliquer une certaine pression et on se rend compte qu'évidemment, la force ou la viscosité qu'on mesure dépend de la pression qu'on applique. Mais si on fait ça, ben on a un lien entre viscosité et pression et on arrive à avoir une loi de comportement de comment évolue la viscosité de ce type de fluide-là. Donc la viscosité d'un fluide à base de grains dépend de sa pression, la pression que tu exerces dessus. C'est Ouais, ça? complètement. Et la pression Complètement. sur ton plan incliné, là, c'est la hauteur de ton fluide?
Ouais, complètement. Donc là, c'est la pression gravitaire, c'est le rejet, enfin, c'est l'épaisseur, Oui, c'est le alors le poids de la Roger, couche tu vas des en grains perdre au-dessus. quelques-uns, donc Pardon, ouais, ouais, doucement. c'est le poids de la couche des grains au-dessus qui vient Ça, presser les grains du ok, dessous et qui vient du coup imposer une pression, complètement. d'accord, cool. Mais donc, ouais, ouais, il y a des gens qui font des manips dans des réomètres un peu modifiés, un peu adaptés pour essayer de comprendre comment coule, quelle serait la viscosité ou de ce type de fluide. D'accord, Ça, des choses qui sont faites actuellement et donc on se pose pas mal de questions. d'accord, d'accord. Donc voilà un peu pour vous montrer et des trucs dans des particules maïs immergées et des choses au sable sec dans des configurations inspirées de ce qu'on trouve dans la nature, quoi. Voilà, c'est un peu ça qu'on fait au labo et avec quoi on bosse et sur quoi on se pose des questions, quoi. Super. Moi, j'adore. J'adore, mais après, je suis bon. J'adore la science, donc je suis facilement, facilement conquis. Mais voilà, Et ce qu'il faut, parce que je sais pas, ce que je trouve cool dans cette discussion, c'est de voir que c'était un peu les questions que tu posais, par exemple, sur la vidéo YouTube, si on mesure des choses et tout, c'est que, en fait, nous, les inspirations pour faire de la science, c'est des choses assez fondamentales, on peut la trouver partout. On peut la trouver sur YouTube, on peut la trouver sur plein de réseaux, sur plein de médias, autour de nous. Il y a pas de limite à où est-ce qu'on se pose des questions et où est-ce qu'on trouve des inspirations pour après faire des expériences et commencer à faire des choses de la science, quoi. ouais, carrément. Il y Donc a Lolo ça, qui dit, je vais m'inspirer de vous sur mes copies à la fac. Je sais pas ce que c'est, si elle va te faire un petit dessin, un petit dédicace, ou si pour répondre. Parce qu'en général, il faut quand même répondre aux questions. ah Mais oui, je oui. sais sur les copies, c'est voilà. Si on pose ces questions et répond à ces questions, ça marche pas. Ça, si c'est un truc de d'électricité électronique et que tu te dis ah ouais mais c'est quand même super bien les petites billes de verre qui font des avalanches là. Mais ah, du coup je voulais dire autre chose, je sais plus. C'est pas grave. Ouais carrément carrément. D'ailleurs, il faudra que tu m'expliques parce que pour teaser un peu le stream, j'avais été voir, j'avais vu que tu avais un petit une petite chaîne YouTube. Et j'ai mis, t'avais mis une petite, genre une bulle qui remonte dans un autre fluide ou je sais pas quoi. Tu nous diras ce que c'est. Ouh, je ne sais plus Tu ça. sais Qu'est-ce que plus ce j'ai que mis? c'est? Attends, je t'envoie le lien. C'était quoi? Attends, mais je vais taper YouTube. Hop. Si je vais dans mes favoris, tu dois y être maintenant. Mais bon, rien à voir, je vais te le retrouver. Ouais, ouais. Abonnement. Yes. Et alors le laser là, j'ai vu qu'il y avait un petit laser. C'est pourquoi? C'est pour mesurer la vitesse ou c'est quoi? Ouais, alors celui-là, mais effectivement, donc après, qu'est-ce qu'on mesure sur ces manips? On a vu un peu sur la vidéo, il y a des caméras et tout. Nous, ce qu'on veut savoir, par exemple, ici, c'est donc l'angle, on peut le mesurer assez facilement. On va mesurer ensuite, à la fin, les grains qui tombent avec une balance. Donc, on peut avoir l'idée du débit, c'est-à-dire de quelle masse de grains tombe à chaque instant. Donc ça nous permet de remonter à une vitesse sur le plan. Et le laser, en fait, c'est une petite nappe assez fine qu'on vient mettre sur le côté et qui vient taper quasiment de manière rasante les grains. Et en fait, cette nappe là qu'on voit au centre, elle va se décaler soit à droite, soit à gauche, soit à droite, en fonction de l'épaisseur de la couche de grains. Hmm, Et ça, si on regarde par-dessus, nous, ça nous permet directement de savoir ben, très précisément quelle est l'épaisseur de la couche à cet endroit-là. d'accord. Et Comme donc, ça, on t'as a, une vitesse moyenne au moins. Avec le débit, t'as une ouais, vitesse moyenne. avec le débit, comme ça, tu remontes à une vitesse moyenne. T'as Et pas donc la après, on peut vitesse selon la hauteur. t'as pas la vitesse selon la hauteur parce que voilà, ce qu'il y a, c'est que les grains, c'est même si les billes de verre, assez vite, c'est bien opaque. Donc, on peut pas aller vraiment voir comme ça de manière simple ce qui se passe à l'intérieur. Mais on peut avoir la vitesse en surface, une vitesse moyenne avec ces techniques-là. Et après, voilà, on déduit un peu ce qu'on peut avec ces observations-là. Ok, ok, cool. Mais oui, donc on instrumente toujours ces manips. Elles sont assez simples avec des petits lasers, des caméras, des choses comme ça pour faire des mesures. Mais voilà, donc ces nappes laser, c'est des choses assez courantes, hein. C'est vraiment juste un laser qu'on éclate. Donc c'est des petits lasers, hein. C'est rien de, c'est les mêmes qu'on pourrait trouver dans le commerce. Et après les caméras, c'est des appareils photo. Tiens, regarde, je te mets là le truc j'ai montré à tout le monde, comme ça tu me diras ce que c'est. Tu l'as appelé Popov. Ah oui, Bon, c'est pas obligé de faire maintenant, hein, mais c'est juste que du coup ouais, j'avais ouais. envoyé ça à tout le monde en me disant tiens, c'est marrant et tout. On regardait le, oui, oui, de qu'est-ce qui se passe quand Ça, je trouve ça trop beau. il y Déjà le a une, fait que l'eau, on voit que le fluide il se courbe avant parce qu'il y a une couche qui entoure là. ouais, Ça, c'est trop ouais. beau.
Ça, c'est de la Mais science, donc, mesdames c'est et vraiment messieurs. de regarder des sorties d'objets de l'eau, parce que bah, il peut y avoir plein de situations où on a besoin de sortir de l'eau. Les animaux, des fois, les poissons ont envie de sauter hors de l'eau, et puis des fois, on va falloir sortir des objets de l'eau. Et donc, qu'est-ce qui se passe si ces objets, bah, effectivement, sont un peu courbés? Donc, qu'est-ce qu'on emporte comme fluide déjà avant? Et puis après, comment ça se passe à la sortie? Qu'est-ce que Parce le que là, tu sors procédure de pour l'eau tomber? dans l'air? Ouais, je sors en bas, c'est de l'eau, et au-dessus, c'est de l'air. La vidéo est ralentie, Ah ouais, donc c'est bien parce que par moi la j'ai cru que suite. c'était d'un flux dans l'autre là. C'est de Ouais, l'eau, donc l'eau. là, l'eau Il n'y dans a pas l'air. de surfactant, il n'y a pas de truc et tout. Elle Non, est il n'y a ultra rien. lisse. C'est vraiment juste une balle, une boule de l'ordre Ah, trop d'une cool. boule de Noël, si vous voulez, qui sortirait de l'eau dans l'air et on regarde ce qui se passe. Ouais. D'accord, d'accord. Donc ça, ouais, c'était plus des applications fluides, mais ouais, on a pas mal de situations, on a envie de savoir ça. Et donc ça nous intéressait de voir un peu plus. Yes, yes. Hop. Oui, je t'ai interrompu, mais Non, non, mais j'avais trouvé ça carrément, stylé. Je me carrément. suis dit, ah tiens, et tout, Mais je lui donc ai il y a une demandé. partie ouais, en science, c'est ouais, de faire des observations et puis du coup aussi de faire des vidéos qu'on aime bien, qu'on trouve jolies, qui nous paraissent belles. Ça Ouais, nous moi permet j'aime aussi bien de parce que les gens. souvent les sciences qu'on vend au public pas très scientifique sont des trucs un peu très grandiloquents, on va dire. Hmm. J'aime bien la science un peu plus expérimentale. De- Ça, on- moi, c'est mon dada, ça. Ce genre de on choses. Enfin bon, prend c'est de mon la dada. maïzena, on C'est ton mélange dada. tout et voilà quoi. On prend de la maïzena, du slime Ça et roule. c'est parti. Tu voulais nous montrer notre expérience ou pas? J'avais des petits trucs, T'es mais pas je obligé, sais hein. Si pas tu trop commences dans. à fatiguer un peu, tu le dis, y a pas de Non, problème, non, hein. non, moi c'est comme vous voulez. Je peux. Alors du coup très vite si vous voulez, c'est ça? Vas-y. Allez, go. C'est la dernière. On est Allez, parti. c'est la dernière. Ah, t'as encore de Donne tout. l'énergie, Fab? Moi, je parle pas, c'est toi qui parles. Moi, j'ai toute l'énergie du Non. monde. Je- Donc c'est pour là, ouais, c'est vrai qu'il y avait ces vidéos fluides. Donc c'est vrai qu'avec les fluides, on fait des vidéos super sympas. Nous, on a aussi des petites questions, toujours dans la même vibe de se regarder ce qui se passe autour de nous. Et donc, je vous ai dit, on étudie le sable. Et en fait, il y a beaucoup d'animaux qui vivent sur et dans le sable. Et parce que les déserts, on pense que on appelle ça des déserts, mais ça peut être un mot un peu trompeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de déserts où il y a vraiment quand même pas mal d'animaux qui sont là, qui sont présents et qui font leur vie dedans. Et donc, il faut pouvoir se déplacer dans ce matériau. Et on sent bien, nous, quand on marche dans le sable, que c'est difficile, que ça nous coûte plus que sur du sol. Et donc, on peut se poser la question de comment eux, est-ce qu'ils font. Et il y a des animaux qui sont assez bons à ça, et en particulier les serpents. Ah bah oui. Et donc, nous, c'est toujours pareil. On a regardé, on n'a pas. Et nous, on a envie de comprendre un peu cette interaction entre un objet de 100 pattes et du sable. Donc, quand on veut faire ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on on n'a pas pris de serpent, mais on a fait un petit robot avec des petits moteurs pour essayer de faire au mieux un serpent. Donc, c'est ce que vous voyez à gauche. On a essayé de mettre une tête de serpent pour qu'il y ait quand même un peu de Faut que ça soit beau. ressemblance. Pour qu'on voit que Et c'est un là, ce que vous serpent. voyez, on voit que c'est un serpent. Et là, tout le long, c'est des petits moteurs qui peuvent bouger de gauche à droite. Et vous voyez que si vous regardez bien, ces moteurs, il y en a certains qui vont permettre de monter le serpent, donc de lever certaines parties ou pas, et d'autres qui vont permettre de faire un peu l'ondulation de gauche à droite. Donc, un sur deux, on fait ça. Et on se pose la question déjà toute bête de dire comment est-ce que quand on a ce genre de robot, comment on reproduit ce qu'on a pu voir sur la vidéo, le mouvement du serpent. Donc, déjà, de faire onduler le serpent, c'est une chose, mais après, quelle partie il faut lever à quel moment pour retrouver le mouvement qu'on a. Et donc là, c'est là, vous voyez, par exemple, si on fait juste de l'ondulation latérale, c'est ce que vous voyez. Donc là, on a placé notre robot en une chaussette et on l'a placé sur du sable. Vous voyez, il commence à bouger, il interagit avec le sable, il pousse le sable à certains endroits, il fait une dune et puis il arrive à avancer. Donc, il n'avance pas aussi bien que il n'est pas aussi classe que le vrai serpent de la BBC, mais les gens se posent des questions sur comment ça interagit avec le sable, pourquoi ça avance dans cette direction, à quelle Parce que vitesse. là, son mouvement à lui, si tu le mets sur le sol, c'est complètement symétrique. Donc, non, là, il propage une onde, d'accord? Il D'accord, propage ok. une onde depuis plutôt depuis vers sa tête. Donc, il est en train D'accord. de faire comme un poisson, d'accord? C'est comme s'il bougeait sa queue, mais c'est pas tout à fait symétrique. Mais si on le pose sur le sol, par exemple, il se passe rien. Ouais, il bouge pas. Il reste sur place, évidemment. Ouais. Donc là, il avance parce qu'il est en train d'interagir avec du sable. Mais pour l'instant, par exemple, on ne lève aucune partie du serpent. Hmm. Tous ses points sont toujours en appui avec le sol. Et par exemple, l'étape d'après, c'est de se dire, levons certaines parties. Et si on fait ça, donc c'est la vidéo que vous voyez là, c'est qu'on reproduit un peu Ah, le c'est le mouvement crotal, ça. ouais, c'est un peu le crotal. Donc on appelle ça le sidewinding, c'est-à-dire qu'il déplace en oblique par rapport à la direction du serpent.
Et donc donc là, on a ces questions de quelle partie il faut lever à quel moment. Est-ce qu'on peut lever? Est-ce qu'il y a une meilleure stratégie pour reproduire le serpent et pour faire comme lui? Est-ce qu'on peut monter des pentes des dunes avec ça et des choses comme ça? Donc ça, c'est des choses qu'on peut explorer avec des robots. Et en fait, ça, on discute pas mal aussi avec donc, des roboticiens, parce qu'on n'est pas des spécialistes de robots, et aussi avec des gens du Muséum d'histoire naturelle. Parce que eux, ils étudient sur le terrain des serpents qui sont au sable, et donc ils ont plein de questions. Ils se disent, bah, je suis sûr que le serpent, il fait ça parce que ça doit lui coûter moins, parce que c'est un intérêt pour ci, pour ça. Il peut pas faire ça parce que peut-être d'un point de vue biomécanique. Et donc, ça, c'est assez dur, cette théorie, à les tester avec des vrais animaux, parce que bah, ils font pas, on va leur demander, ils font pas forcément ce qu'on veut. Mais par contre, avec des robots, ça peut être un moyen de les tester. C'est-à-dire de dire, bah, tiens, je teste ce mouvement, et si effectivement le robot serpent fait pas avance pas ou avance pas de manière assez rapide, bah, c'est peut-être une réponse pour le fait que les serpents n'utilisent pas cette manière-là ou l'utilisent au contraire. Ouais, d'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a un pendant numérique là-dessus? Vous avez essayé de... Ou c'est trop compliqué de modéliser le sable numériquement à ce niveau-là? Ouais, alors après, il y a pas mal de gens qui font du numérique, ça c'est pas mal ce que tu dis. Alors, il y a beaucoup de gens qui font du numérique avec le sable, c'est sympa parce que le numérique, ça peut nous donner beaucoup plus d'infos que sur les expériences, parce que on a un peu dit ça, l'expérience, en fait, ce qu'on voit, c'est un peu ce qui se passe en surface, on voit pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur des coulements ou à Ouais, l'intérieur des tu vois grains les et tout. conséquences plus que... Tu vois plus les conséquences. Donc, le numérique, ça permet, ben, on peut modéliser chaque grain et donc les interactions entre chaque grain et donc avoir toutes les infos sur tout ce qui se passe à tous les moments. Donc, c'est super sympa, mais évidemment, c'est un coût numérique. Donc, si on veut faire des expériences, des simulations avec un peu gros, donc plein de grains, et plein de grains, en fait, quand vous prenez une poignée de sable, ça fait vite pas beaucoup de sable. Donc, il faut beaucoup de puissance de calcul, attendre longtemps, etc. Donc, en général, quand on fait des simulations, on modélise peut-être 100 000, 200 000, voire 1 million de grains. Mais en fait, ça, c'est pas beaucoup. Oui. Et donc, des configurations assez simples. Et donc, typiquement, si on voulait modéliser les configurations de serpents, où le serpent est quand même grand dans la taille des grains, etc., ça serait assez lourd. Non, mais quand je parlais de modéliser, je pensais plus à justement utiliser ce que vous savez du sable, des commandes de sable pour Ah l'avoir oui, pardon. en termes de fluide, tu vois, genre avec des lois, Hmm. utiliser des lois que vous pouvez avoir plus que faire grain par grain, parce qu'effectivement, oui, je me doute que Ouais. grain par grain, c'est juste impossible. Ouais, ouais, non, ben, ouais, carrément, tu as complètement raison. Donc, nous, là, un peu ce qu'on a envie de faire, là, sur ces manips qu'on est en train de faire en cours, c'est de pouvoir faire des observations sur comment il avance et justement de décrire un peu ces lois entre l'interaction d'un objet et le milieu granulaire avec les lois qu'on connaît, tu sais ce qu'on a dit, qu'on pouvait le mettre dans le réomètre, avoir des équivalents de viscosité qui dépendent de la pression, de faire la résolution de ces lois dans ces configurations-là et de comparer les résultats pour voir si elles sont satisfaisantes pour ce genre de configuration. Ouais, carrément. Cool, Ça, c'est ce qu'on fait un peu ouais, en ce moment sur cool, ces cool, cool. configurations. Donc, on est parti de la plage, on est allé à la montagne et on retourne à la plage, quoi. À la plage, ouais, Finalement, t'as finalement, pas trouvé l'année d'autres. est bouclée, quoi. Mais le safari, quoi. Mais safari. Le safari. Plage, Plage pas sans animalière. danger. Alors, avant que j'oublie, j'ai Lolo qui m'avait posé une question au tout début, parce que tu vois que Ouais. Lolo, elle est quand même très intéressée par, par la science, tout ça, et elle dit, est-ce que vous avez des idées d'entreprise ou de société qui nécessitent du contrôle de qualité de mesure physique dans tout ce qui est matériaux? Donc, dans tout ça, parce que c'est un peu ça, c'est une petite question pour elle, perso, parce que en fait, c'est un peu là-dedans qu'elle travaille. Ah ouais. Par exemple, je sais pas, est-ce que t'as dit que tu travailles avec Saint-Gobain? Est-ce que Saint-Gobain, ils Saint-Gobain, font ils du font... contrôle qualité, c'est clair, sur des matériaux assez différents, hein, sur du verre, sur des choses même granulaires et tout, ça c'est sûr. Saint-Gobain, oui, ils ont pas mal de besoins. Après, il y a forcément, je pense, d'autres entreprises. Toi, tu parlais de Lafarge, ça c'est possible que sur tout ce qui est ciment, contrôle qualité, matériaux, le résultat, la résistance mécanique des ciments en fonction de leur composition, ça c'est sûr. Il y en a probablement d'autres, mais là tout de suite, je ne sais Tu pas. sais, ok. Non, mais pas de problème, hein. Je vais réfléchir. Il y a le droit de, il y a le droit de pas, D'avoir un il y a le droit de pas joker. savoir, il y a le droit de pas savoir tout. On a le droit de pas tout répondre à tout. Moi, j'avais d'autres questions du coup un peu, mais rapidement, t'inquiète pas, panique pas. Ouais, ouais, carrément. Tu vas pouvoir aller te Tout va bien, coucher Fab, tout ou. va bien. C'était juste pour pas vous.
Je m'étais dit, du coup, mais t'as déjà un peu répondu, j'ai l'impression, mais du coup, c'est plus une science qui est un peu jeune quand même. Hmm. Du coup, t'as dit, ça fait 30 ans qu'elle a un nom déjà? La matière molle, ouais, ouais. Ouais. Et donc, Ouais. tu dirais que vous en êtes où en termes de, vous en êtes à, on est à découvrir des choses et on a encore loin d'avoir tout modélisé, ou alors on commence à avoir modélisé quand même beaucoup de choses, ou alors on a déjà vu plein de trucs et maintenant on peaufine un petit peu. T'as quoi comme sentiment à ce niveau-là? Ouais, bah, évidemment, ça fait 30 ans, donc les choses ont bien avancé. Par exemple, sur les granulaires, on commence à avoir ce type de, tu vois, une idée de comment la viscosité dépend des paramètres de la pression. Donc, ces lois-là, après, on les utilise, par exemple, dans des codes numériques pour faire des prédictions sur les avalanches. Donc, ça a quand même vachement avancé. Par exemple, dans les granulaires que je connais mieux, ça commence à être bien mieux, enfin, que ce qu'il peut y avoir. On peut faire beaucoup plus de prédictions fiables qu'il y a 30 ans. Donc ça, c'est chouette. Après, il y a toujours des grandes questions qui nous restent sur cette transition, par exemple, dans les granulaires, entre vraiment solide et vraiment liquide. Comment la décrire très finement et vraiment avoir une description fine. Ces grandes questions-là, on avance dessus, mais elles restent tellement compliquées qu'on ne les a pas complètement euh, fini de comprendre et on n'a pas la réponse totale là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on continue à avancer. Puis, ces matériaux-là, donc sur les granulaires, mais surtout toute la matière molle, ils évoluent vachement aussi avec l'industrie parce qu'on est toujours en train, tu vois, on parlait du slime. Le slime, c'est des matériaux qui sont finalement assez jeunes. On fait des nouveaux mélanges, de nouveaux produits, on obtient de la nouvelle matière molle. Et ben, toute cette matière molle qu'on utilise, il faut de nouveau comprendre comment elle marche parce qu'on a fait des mélanges. On a maintenant des procédés chimiques et techniques qui sont différents d'il y a 30 ans. Donc c'est toujours un peu la même chose, c'est qu'il y a toujours des nouveautés et des choses à faire avec tout ça. Ouais, par exemple, les fluorofluides aussi, ça rentre dans la matière molle ou pas? Ouais, la ferrofluides peuvent carrément entrer dans la matière molle, ouais, carrément, parce qu'ils ont des comportements comme ça assez étonnants. Et donc, sur les ferrofluides, c'est des choses qui sont plus ou moins nouvelles et que du coup, faut étudier parce que c'est pas forcément les mêmes lois sur ce qu'on avait établi sur d'autres matières molles. Hmm. Euh, Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Tac, 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 tac. Si t'avais pas été chercheur, t'aurais fait quoi? Rien à voir. Si t'avais pas fait chercheur, t'aurais fait quoi? Prof alors? Hein? Ouais, t'avais déjà répondu prof en fait. Ouais, 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 je t'ai attiré par l'enseignement, donc j'aime vraiment bien l'enseignement, mais je renseignais. Je renseignais, je pense, avec plaisir. Et au bout de 5 ans, quand on aurait marre parce que c'est de la merde, Bref, j'ai l'impression qu'il y a non, Qu'est-ce non. qui s'est passé? Salut Lolo, bonne soirée, à bientôt. Ah, si Lolo Ciao, nous quitte, je peux ciao. te dire, il y a plus grand monde sur le stream Oui, là. oui, oui, Mais j'ai encore quelques petites questions. Non, mais c'est vrai que ce qui est Voilà, sympa mais dans le métier de chercheur, c'est vrai que c'est l'aspect coopératif on fait pas de la recherche tout seul, quoi. Et en enseignement, on n'enseigne pas tout seul, mais clairement, il y a tout un aspect de groupe et tout ça, mais à la fin, on est souvent seul devant sa classe, ou en eh, tout cas, il y a un moment donné, on se retrouve seul, alors que nous, en recherche, on est quand même souvent plusieurs et on fait globalement pas grand-chose tout seul. Et c'est vrai que cet aspect-là où il y a plus de temps peut-être à plusieurs moi, je trouve sympa. oui, à part Et c'est les des aspects 40 minutes de perso. conférence ou quoi que tu fais tout seul, sinon ça va, t'es... Non, mais j'ai plein de gens qui me donnent des tips, hein, sinon, Ah bah, il y rien a de Lolo qui propose, est-ce que vous voulez pas faire des interventions à sa fac? bah ouais, Euh, ouais, carrément, avec plaisir. Donc en général, c'est plutôt des chercheurs qui invitent d'autres chercheurs. C'est assez rare que des élèves invitent des chercheurs, mais écoute, ça Tout est peut peut-être possible. Oui, arriver. oui, Hein, oui. Non, je non, il pense. faut proposer. Je Il pense qu'en faut, il proposant faut. le sujet, En fait, effectivement, les initiatives comme ça, les gens ils n'osent pas forcément. Mais je suis à peu près sûr que si tu contactes la bonne personne à ta fac et que tu dis, ah, je connais ce chercheur-là, je l'ai vu, il est trop bien. Tu peux suggérer à ta chef de département, carrément. Carrément. ouais, ouais, Après, il carrément. faut Non, t'as essayer de bien voir raison. comment ça peut s'inscrire, mais si vous travaillez enfin, un peu sur des matériaux et tout, c'est du matériau. Ouais, ouais, non, mais il faut pas Et se comme tu peux limiter, hein. voir, il est assez volontaire pour se prêter à l'exercice de se faire Yes, interviewer sur une chaîne Twitch. Donc il peut peut-être... oui, oui, enfin, je dis oui, carrément. oui, mais enfin, il a l'air chaud. Donc, Oui. si tu veux, je lui donnerai ton email, Lolo, et puis comme ça, tu me rediras, parce que moi, je vais oublier, hein, bien sûr. Hein. Carrément, femme. Et Lolo.
au laboratoire Céramat de ta fac. Céramat, c'est céramique et fac? Parce que céramique, peut-être ça peut effectivement. Il Ok. peut y avoir des Bah écoute, connexions. mais c'est Ouais. la magie de Twitch, voilà, hein. Il y a des choses se créent. Voilà, c'est céramique et maths, ouais. Ok. Bah voilà, très bien. Bah écoute, tout au pire du pire, si j'oublie, t'as son. Je fais ta pub là. Hop, c'est où YouTube là? Tu peux lui envoyer un message sur YouTube. Yes, carrément. Ah, Mais attends. tu peux me donner l'email ou Hop. quoi. Pas de problème. Hop, non mais je vais pas donner ton email, Baptiste, mais si elle veut C'est que ce je qui lui va se donne passer. ton email, tu peux, mais sinon tu peux toujours envoyer un message. Hop, voilà, et comme ça, tu le regardes des fois ton compte YouTube ou pas? Tu Ouais, reçois ouais, un peu, ouais, ouais. Ok, ok. Pas tous les jours, hein, pas tous les Non, jours non, quand même. mais Mais que je ça, dis, j'envoie pas un truc et que en on fait, les voit quand on c'est les des trucs que tu messages. regardes jamais, tu sais, ça arrive, hein, on fait des trucs et puis après on laisse tomber. Non, non, ouais. Ouais, pas tous les Voilà, il y jours. a Mais... Fabi qui te répond aussi, Lolo, parce que Fabi, elle a un peu travaillé là-dedans, là. Il y a fort fort longtemps, mais là, elle travaille dans tout ce qui est contrôle technique, pas vraiment, mais des trucs qui utilisent des contrôles techniques, elle. Euh, Ah oui. Pourquoi la recherche? Pourquoi au départ, c'est-à-dire là maintenant tu sais pourquoi, mais au départ tu sais depuis combien de temps que tu veux faire de la recherche, qu'est-ce qui t'a poussé vers la recherche? Quand tu étais en prépa, tu savais que tu voulais faire de la recherche? Non, non, moi je connaissais pas vraiment beaucoup ce milieu et non, non, j'avais pas trop idée de comment ça fonctionnait. Puis c'est toujours pareil, on a des idées un peu, on se fait des idées sur commencer ou commencer pas, et etc. Donc c'était vraiment en essayant. Moi je m'étais vraiment dit avant un renseignement, je fais un stage parce que Ouais. Et ça me l'enseignement plaisait. Et puis c'était tôt avant? après, Parce que du coup si tu voulais faire l'enseignement avant c'était tôt, genre t'avais une vocation, genre quand t'étais au ouais, ouais, moi, lycée tu voulais faire. j'ai toujours bien aimé l'enseignement, donc je voyais bien l'enseignement. Puis ouais, au cours du stage, après c'était vous voyez l'approche qu'on a ici, nous, avec des petites expériences, regarder des choses qui peuvent être présentes dans la vie de tous les jours, comme de la maïzena ou du sable, etc. C'est un type de physique, et moi, je ne connaissais pas ce type de physique. Et c'est vrai que quand j'ai le découvert au cours du stage, ça m'a tout de suite plu, parce que c'est assez visuel, on peut vraiment voir ce qu'on est en train de faire, on peut monter une expérience de presque de Un peu zéro ad hoc, ouais. jusqu'à la fin. Ouais, et donc tout ça, c'est vrai que c'était pas quelque chose que j'avais beaucoup vu en la recherche, et le fait de savoir que ça existait, c'est vrai que ça m'a plu comme démarche, et j'ai voulu, ça m'a après j'ai voulu essayer enfin, voulu continuer à faire ça. Ouais, il n'y a pas Et qu'une seule recherche. C'est pour ça que c'est intéressant aussi que je pose la question à enfin, à chaque fois, mais il n'y a pas qu'une seule recherche, donc c'est vrai que ouais, ouais. Moi, c'est j'ai intéressant. des collègues qui sont chercheurs et qui en discutent, qui n'ont pas du tout le même quotidien, pas du tout la même vie, en fait, parce qu'ils font pas le même type de recherche. Ils regardent des objets soit beaucoup plus petits, soit beaucoup plus gros, et donc c'est des échelles de temps, d'énergie qui sont très différentes, et du coup, c'est pas du tout le même quotidien, en fait, presque. C'est un peu la même idée de faire de la recherche, de construire, d'être créatif, de se poser des questions, mais c'est pas du tout le même quotidien. Et c'est vrai que moi, ce quotidien, et puis un peu la manière de se poser des questions, d'être connecté à des choses assez de la vie courante, ça me plaisait. Cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré au cours de ta carrière? Quelqu'un qui t'a inspiré en particulier, je sais pas. Ou pas, hein? T'es pas Ouais, obligé, hein. ouais, bah, plein, oui, évidemment, hein, tous les profs, enfin, beaucoup des profs Tu que vois, je sais j'ai pas, eus. un Manville, je sais pas, tu vois. Ouais, je pense à un des profs qu'on a eu qui faisait un peu de granulaire, quoi. Mais Ouais, ouais. ouais, il y a pas. Est-ce qu'il y a Bah, quelqu'un qui moi, mais t'a après inspiré? mes deux encadrants de thèse, j'ai eu deux encadrants de thèse, c'est Christophe Clanet qui maintenant fait beaucoup de physique du sport, et David Quéré qui est lui très actif en matière molle. C'est des personnalités avec qui qui m'ont beaucoup Ouais, inspiré je dans me la rappelle que t'avais manière fait de ta faire. thèse avec David Carey. Ouais, donc vous pouvez regarder, on trouve des conférences de David Quéré, de Christophe Ah, David Clanet Carey, sur c'est un YouTube, bon compte, ouais. etc. Et donc, c'est vrai qu'ils, voilà, cette approche existe un peu déjà dans la recherche, et ils ont encore poussé ça peut-être plus loin. Et c'est vrai que c'est inspirant parce qu'ils c'est- c'est- ils ont plein d'idées et ils vont jusqu'au bout. Et donc, c'est sympa. Enfin, vous pouvez regarder leurs conférences, Parce que c'est David cool. Carey, il fait de la mécaflu aussi, parce qu'il était plutôt sur les. Enfin, moi, je me rappelle en tension de surface Hmm. ou des trucs comme ça qu'il travaillait. Ouais, donc c'est mécanique des fluides, des interfaces, qui regarde beaucoup la dynamique de gouttes, de bulles, de choses comme ça, de petits objets fluides. Mais du coup, c'est pas très loin Ouais, de la matière molle, parce que les mousses, parce que des films de savon, parce que des petites gouttes, parce que plein de choses, ouais, et des d'accord, ouais. choses un peu Non, c'est complexes. cool. Euh, Et du coup, le reste, t'as déjà répondu. Ah si, une dernière chose, qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui veulent faire des sciences?
Est-ce que t'es pas obligé, hein, mais si t'avais, je Ouais, sais ouais, pas, non, un mais conseil. carrément. Je pense qu'il faut vraiment pas se freiner et il faut vraiment, si on a une inspiration, enfin, c'est vraiment plus la démarche que les résultats qui comptent. Et il faut vraiment, si on a vu quelque chose qui nous inspire, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, même si ça n'a pas l'air d'être un sujet vraiment classique ou vraiment académique, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller, même monter une petite manip, monter quelque chose chez soi comme on peut, etc. Et commencer à vivre cette démarche, parce que c'est vraiment ce qui est le plus sympa, il me semble, c'est la démarche et la manière de se poser des questions, d'avancer un peu étape par étape, de résoudre les problèmes, de comprendre, Et ça, il y a pas de limite. Il ne faut pas se dire qu'il faut avoir la super manip ou qu'il faut avoir le sujet parfait pour commencer à faire des choses ou pour avancer. Il faut vraiment, on peut démarrer de zéro, et même avec une question qui peut paraître un peu farfelue ou un objet qui nous paraît, qui est un jouet d'enfant qu'on a trouvé, mais qui nous paraît intéressant à étudier. Il faut y aller, quoi. Cool, parfait. Eh bien écoutez, tout le monde, si s'il n'y a pas d'autres questions sur le chat, eh ben on va laisser tranquille Baptiste retourner chez lui. Il est déjà chez lui, mais assez pénote. Ah, Serpent, le petit serpent! Yes! Yes, le petit après serpent. toutes les sornettes que Petite j'espère que sornette. vous n'êtes pas trop endormi. Donc bien sûr, c'est Mais lui qui oui, l'a c'était dessiné, super cool, hein, ça. carrément. Bah écoute, Baptiste, on se recontacte aussi pour tu sais quoi. Yes. Et voilà, voilà. Et puis, bah, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Bah, c'était cool pour les questions. Il y avait plein de trucs sympas, plein de réactions top et Ouais, plein de. T'as super bien animé ce truc. C'était sympa. Je me suis régalé. bah moi aussi. J'adore parce que j'apprends plein de choses. Donc c'est cool. Mais Franchement, welcome. c'est N'hésitez cool. pas à Et puis, eh ben, envoyer des des fois, il y messages a ou à quelques viewers réagir. qui apprennent des choses aussi, mais en fait, je le fais surtout pour moi, hein. On fait tous. Déjà, on se régale, c'est déjà le mieux. Voilà, c'est ça qui est cool. Ok, Trop cool. bon, bah bonne soirée Bon, alors.